Bonjour à toutes et à tous. Je vois les personnes qui entrent dans notre rencontre, donc via cette plateforme. Je vous salue de nouveau. Alors, au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Éducation du Québec, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée sur la recherche en littératie, le PREL, qui s'intitulait à l'origine Programme de recherche sur la lecture et l'écriture. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Je souligne, en fait, depuis maintenant plus de 20 ans que le Fonds de recherche Société et Culture est associé au ministère de l'Éducation, qui s'implique activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés. Alors, les présentations réunies aujourd'hui traitent de préoccupations communes liées à la lecture et l'écriture en contexte scolaire. Des préoccupations, on le comprend bien, au cœur de la mission du ministère de l'Éducation. Alors, ces présentations répondent aux objectifs de deux appels de propositions distincts lancés en 2018 ainsi qu'en 2019, dans lesquels les besoins de connaissances portaient notamment sur les approches pédagogiques susceptibles de favoriser le développement de la communication orale et l'écrit chez les enfants, au préscolaire et au primaire. Donc, les résultats de deux projets de recherche qui vous seront tour à tour présentés s'avèrent le fruit des travaux menés par Mme Diane Pesco, professeure à l'Université Concordia, et Martin Lépine, professeur à l'Université de Sherbrooke. Alors, vous êtes nombreuses à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes tout près de 250 personnes à vous être inscrites d'horizons divers, ce qui m'apparaît une indication clair que les présentations d'aujourd'hui vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Je me présente, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'anime cette rencontre. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC, qui est responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur cette plateforme de visioconférence. J'en profite d'ailleurs ici pour la remercier. Avec nous également, Madame Caroline Bégin, qui est conseillère stratégique au Bureau d'intelligence d'affaires du ministère de l'Éducation du Québec, que je remercie pour son appui continu au long du processus qui va de l'élaboration des appels de proposition à l'organisation de cette activité aujourd'hui et qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice lors de la période de questions qui suivra chacune des présentations, questions qu'elle relayera à nos invités. Elle agira ainsi comme votre porte-voix. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Et par ailleurs, je vous informe que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participantes et participants, mais bien se dirigent uniquement vers les panélistes. Brièvement, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC, je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs universitaires du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité ici est que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Éducation ici, et aussi du secteur privé, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique
et l'accès public aux résultats des projets financés. Donc, c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à l'appel de proposition auquel je faisais référence, lancé en 2018 par le ministère de l'Éducation et le FRQSC, qui invitait la communauté scientifique à soumettre une proposition de projet de recherche. Puis, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, que 5 projets de recherche, 4 de recherche-action, ainsi qu'un projet de synthèse de connaissances et un projet au doctorat ont été sélectionnés. La présentation d'aujourd'hui représente le fruit des travaux, un projet de recherche de Diane Pesco de l'Université Concordia et des membres de son équipe de recherche. Cette recherche répondait aux besoins de l'appel de proposition qui concerne les modalités d'accompagnement étant les plus susceptibles de favoriser la mobilisation des savoirs en contexte d'enseignement de l'écriture et de la lecture chez les nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants du primaire, ainsi que les approches pédagogiques étant les plus susceptibles de favoriser le développement de la communication orale et l'écrit chez les enfants du préscolaire. Donc, nous accueillons Diane Pesco. Diane Pesco est professeure agrégée au département de sciences de l'éducation de l'Université Concordia. Formée comme orthophoniste, elle a travaillé à ce titre dans les écoles québécoises. Ses recherches portent sur les compétences linguistiques et narratives des enfants issus de diverses communautés linguistiques et socioculturelles et les stratégies visant à les soutenir. Elle s'intéresse particulièrement aux stratégies qui peuvent être mises en œuvre par les parents ou les enseignantes et enseignants, comme le montre le projet dont elle parlera aujourd'hui. Madame Pesco est accompagnée de 2 co-chercheuses de l'équipe. Alors, Andrea McLeod, qui, depuis 2019, est professeure à l'Université d'Alberta au département des sciences de la communication humaine et ses troubles. Elle était titulaire auparavant d'une chaire de recherche du Canada en acquisition bilingue et troubles de communication à l'Université de Montréal. C'était donc en 2019. Et sa recherche reconnue internationalement vise à mieux comprendre le développement bilingue et multilingue pour aider les enfants et leurs familles à transmettre et maintenir leur langue, surtout quand leur langue est en situation minoritaire. Et également, aujourd'hui, avec Anna Saint-Martin, qui étudie actuellement au 2e cycle à l'Université de Montréal dans le programme de maîtrise en éducation, option éducation préscolaire et enseignement primaire. Elle est également détentrice d'une maîtrise en Child Studies de l'Université Concordia. Dans son rôle de coordonnatrice du projet de recherche d'aujourd'hui, donc elle travaillait étroitement avec tous les membres de l'équipe et a joué un rôle clé dans la collecte de données et l'élaboration d'un guide pour enseignantes et enseignants dont elle vous parlera. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Pesco à partager la présentation. Merci Mme Coupeau. Je vous cède la parole, voilà. Voilà, est-ce que l'écran est bien en vue? On est bien? Parfait. Excellent. Bon, merci pour ces introductions. Nous tenons également à remercier Daniel Jasmin, un enseignant retraité en éducation préscolaire et enseignement primaire qui a collaboré avec nous sur ce projet, et plusieurs étudiantes nommées sur le diapo qui ont toutes contribué au succès du projet. Finalement, nous voulons bien sûr remercier le ministère de l'Éducation et le Fonds de recherche de Québec Société et Culture pour leur appui tout au long du projet, et les enfants et des enseignants, bien sûr, et autres partenaires de milieux impliqués dans la réalisation de projets. Bon, pour comprendre notre projet et sa raison d'être, on va commencer par vous expliquer les pratiques au corps du projet.
que nous avons introduit aux enseignantes en maternelle. Ces pratiques sont nommées sur le diapo. Vous verrez que les termes varient un peu. On voit, par exemple, Madame Jasmin, par exemple, parle de raconter des histoires et faire du théâtre. Nous, on utilise des autres termes, on parle de dicter et jouer ou mimer des histoires. Parfois, d'autres parlent de mimer des récits. Donc, ce sont des petites variations, mais on parle de la même chose. Et en anglais, les termes sont story dictation et story acting, et je fais référence parce que la plupart des recherches dans ce domaine est en anglais. Les procédures liées à ces pratiques sont toutes simples. À un moment propice de la journée, l'enseignant demande aux enfants de sa classe de lui raconter une histoire de manière individuelle. Comme vous verrez à la gauche, une photo de Viviane Perly qui a développé cette approche. Elle était enseignante en maternelle pendant 35 ans, puis elle a écrit beaucoup des livres à sujet de son pratique. Et elle était aussi une défenseuse très passionnée de l'enseignement centré sur l'enfant et sur l'importance du jeu dans le développement global de l'enfant. Donc, ça fait longtemps que ces pratiques étaient jumelées, si vous voulez, mais ils étaient pas, je connaissais pas grand monde qu'ils utilisaient dans les écoles ici, alors j'ai décidé de faire ce projet. Les histoires que l'enfant dit peuvent être inspirées par des événements vécus ou par des histoires que l'enfant connaît déjà. Et l'enseignant prend en note l'histoire comme l'enfant lui dicte, en encourageant l'enfant aussi à observer le processus d'écriture. Ensuite, soit immédiatement après le dicté, soit plus tard dans la même journée, l'enseignante lit l'histoire à la classe et s'assure que les enfants le comprennent bien. Par la suite, l'enseignant guide l'enfant raconteur, ce qu'a dicté l'histoire, et ses pairs à jouer des rôles et mimer l'histoire, comme vous verrez dans l'image en bas à droite. Donc, voilà les pratiques au cours du projet. Pourquoi introduire ces pratiques en maternelle? Ou autrement dit, pourquoi pas? Ce sont des pratiques inclusives, flexibles, faciles à implanter et ludiques. Et ils sont aussi compatibles avec la philosophie de programme préscolaire. En plus, elles touchent à tous les domaines de développement de programmes préscolaires. Et Danielle Jasmin, l'enseignante dont j'ai fait mention au départ, a récemment souligné comment ces pratiques touchent aux composants. Et nous citons sa réflexion dans le guide dont nous parlerons plus tard aujourd'hui. Où elle a fait, ce que je veux dire, elle a fait bien entre les composantes ici et des pratiques dont on parle. Bon, il y a aussi des recherches précédentes faites en anglais, comme j'ai dit, qui suggèrent que ces pratiques ont des effets positifs sur plusieurs domaines de développement chez l'enfant. Parmi eux, le langage et la littératie émergente. Les chercheurs ont observé des bénéfices pour le vocabulaire, la structure de la phrase, les concepts reliés à l'écrit, la production des histoires et aussi la compréhension des histoires. Les références pour les études sont fournies dans notre rapport disponible sur le site web de FAPLC. Mais même si quelques études ont démontré les bénéfices, la formation des enseignantes et leurs perspectives, je m'excuse, sont rarement abordées dans les articles scientifiques. En plus, dans les études intérieures, les chercheurs mettaient en place des pratiques avec les enseignantes qui ne permettaient pas nécessairement les enseignantes de continuer à les utiliser une fois l'étude était terminée. Alors, nos principaux objectifs pour notre projet étaient d'offrir aux enseignantes une formation continue centrée sur l'implantation et l'intégration des pratiques dictées jouées dont je viens de vous parler et d'évaluer l'impact de ces pratiques sur les enfants, particulièrement sur le langage et certains aspects de la littératie émergente. Aussi, on voulait mieux comprendre les contributions des enseignantes au dictées et à la mise en scène des histoires. Voici un aperçu de la méthodologie. Commençons par le début de recherche.
Nous avons commencé l'étude à la fin de l'automne ou en janvier, selon l'école, et nous avions l'intention de poursuivre jusqu'en juin. Comme on va détailler dans quelques moments, ce plan a été interrompu, comme bien d'autres, par la pandémie pour certaines écoles. Et l'évaluation de printemps, c'est-à-dire les post-tests, n'ont pas eu lieu dans plusieurs écoles. Nous avons quand même réussi à étudier 2 classes en maternelle 4 ans dans la même école en 2020-2021. Un qui a servi comme groupe expérimental et l'autre qui a servi comme groupe témoin. Dans le groupe expérimental, l'enseignant en formation invitait les enfants à dicter et jouer des histoires. Et dans le groupe témoin, l'enseignant faisait ce qu'elle faisait normalement. Ça veut dire elle a continué d'offrir des activités habituelles et pédagogie, suivre son approche pédagogique. Dans ce tableau, on voit les 2 classes en maternelle dont je vous ai parlé il y a un moment. Nous avons aussi commencé le projet l'année précédente dans plusieurs classes. Je sais voir mon... Ici, OK, dans le maternel à 5 ans, il y avait plusieurs classes. Et aussi, on a fait une CPE, car il y avait une période prolongée au départ du projet où on n'a pas réussi à entrer dans les écoles. Donc, on voulait commencer, on l'a fait dans une CPE, dans 3 groupes différents. Malheureusement, le projet dans les classes de maternelle 5 ans et dans le CPE était interrompu à cause de la pandémie, comme j'ai déjà fait mention. OK. Le jaune dit rien. Je ne voulais pas souligner là en jaune, c'est une petite erreur. Bon, ici, en plus des enseignantes et conseillères pédagogiques ont participé. Et une d'elles a trouvé l'approche très alignée avec le programme préscolaire que nous avons encouragé. Ici, on voit les écoles où nous avons fait le projet. Ils étaient largement situés dans les banlieues ou des régions semi-rurales. Et vous pouvez voir que le niveau de défavorisation des écoles a varié. On voit les 6 écoles où on a travaillé et les rangs pour le niveau de défavorisation. Aussi, le pourcentage des élèves ont varié. Au départ, on voulait comparer les résultats pour les enfants francophones unilingues et les enfants qui parlaient le français à l'école, mais avaient d'autres langues à la maison. Mais à cause des problèmes pandémiques, etc., on ne pouvait pas faire des comparaisons pré-post-test, mais on a quand même des données pour les pré-tests qu'on peut discuter dans la période de questions, si vous voulez. Bon, pour la formation continue, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une séance d'information avec des enseignants. On les a rencontrés en groupe. On a fait une démonstration en classe. Ça veut dire Anna, moi ou Daniel, on sont allés dans les classes pour introduire les pratiques aux enfants, pour expliquer comment faire et pour commencer le faire. Par la suite, les enseignantes ont implanté des activités dans ces classes. Et nous avons aussi, dans le contexte de la formation, on a fait des enregistrements vidéo, des séances dictées jouées en classe. Donc, on est allé en classe enregistrer les enseignants au travail. Et on a fait des réunions de suivi par la suite. Ce qu'on a fait, on a montrer aux enseignantes les vidéos et on a donné une rétroaction, puis on a sollicité les commentaires des enseignantes et aussi on a discuté des situations comme des histoires décousues ou sans action, la répétition des thèmes, des questions liées au contenu des dictées et aussi en réflexion sur la façon de lier les pratiques à d'autres pratiques qui soutiennent le développement de langage oral. Par exemple, la lecture interactive parmi d'autres.
Bon, ensuite, une fois que nous avons fait l'introduction, les démonstrations en classe, les enseignantes ont choisi des moments pour prendre les dictées. Il faut mentionner que les enfants ne sont pas obligés de dicter des histoires, ils sont invités à le faire. Donc, certaines enseignantes ont choisi de prendre 2 ou 3 dictées un couple de fois par semaine pendant le jeu libre et de les jouer plus tard dans la même journée. D'autres ont pris des dictées pendant la causerie, 1 par jour, et joué l'histoire immédiatement après. Les enseignantes ont aussi établi un ordre pour que tous les enfants aient un tour. Bon, je vais demander à Anna si elle pouvait peut-être expliquer les mesures pré-test et post-test qu'on a faites avec les enfants. Oui, donc pour les mesures pré- et post-test, donc comme Diane l'a expliqué, on n'a pas toujours été en mesure de faire les post-tests, mais lorsque possible, on l'a fait. On a utilisé d'abord un questionnaire sur les langues parlées à la maison qui a été envoyé aux parents et rempli par les parents des enfants participants. On a ensuite invité et tous les autres tests que je vais décrire se déroulaient pendant une même période. Donc, c'était une période d'environ 30 minutes qu'on a passé avec les enfants pour faire les pré- et les post-tests. Donc, ils ont raconté une histoire à partir des images de l'ENI, qui est un instrument qui est disponible gratuitement à travers l'Université de l'Alberta et qui peut être utilisé en anglais et en français. Et à partir des images, les enfants étaient invités à raconter l'histoire de ce qu'ils voyaient dans les images. Ensuite, on leur a administré un test de vocabulaire réceptif en 2019-2020, mais on l'a remplacé en 2020 et 2021 par 2 tâches. Les questions de compréhension qui étaient liées à l'ENI, donc l'histoire que les enfants avaient déjà racontée préalablement, et la production d'une histoire à propos d'une expérience de leur vécu. Donc, cet instrument était administré de sorte que les assistantes de recherche racontaient une histoire courte à laquelle pouvaient facilement s'identifier les enfants. Et ensuite, on leur demandait si une telle expérience leur était déjà arrivée pour mesurer justement leur habilité à raconter une histoire à propos d'une expérience de leur vécu. Ensuite, on leur a aussi demandé d'écrire leur nom et utiliser un instrument pour mesurer justement la justesse et différentes caractéristiques de cette écriture de leur nom. Et ensuite, administrer un test de reconnaissance des lettres et demander également aux enfants de nommer les lettres qu'on leur montrait. Merci, Anna. On va continuer avec les résultats pour les groupes de maternelle 4 ans. Ici, sur le graphique, on montre les résultats pour les questions de compréhension. Anna vient de bien décrire cette tâche. Comme la ligne verte montre, le groupe expérimental avait des scores moins élevés que les enfants dans le groupe témoin, dans la ligne bleue. Mais les scores de groupe expérimental ont davantage augmenté et même dépassé ici le groupe témoin à la fin de l'étude. Voici les résultats pour la production d'une histoire. Les scores ici pour les 2 groupes ont augmenté, mais les gains dans le groupe expérimental étaient plus modestes. Donc, ce n'était pas attendu, mais en parlant avec l'enseignante, elle n'était pas trop étonnée. Elle trouvait, je ne sais pas pourquoi elle avait cette impression, mais elle trouvait que sa groupe était généralement plus faible au niveau langagier que les enfants dans l'autre groupe maternel 4 ans. Mais je ne peux pas confirmer cette impression. Bon, ici, pour la tâche écrire son nom, les scores de 2 groupes ont monté significativement façon semblable, même si les scores dans le groupe expérimental étaient au départ moins élevés. Donc, on ne peut pas dire dans certains de ces cas que l'intervention, ça veut dire
la pratique dictée-jouée a été mieux qu'autre chose parce que les groupes témoins ont aussi amélioré leur score, mais on peut dire définitivement que les activités n'ont pas nui au score. Je veux dire, de faire ces activités n'enlève pas quelque chose aux enfants. Le temps, parce que bien sûr, on doit choisir combien de temps à dévouer une activité ou une autre. Donc, c'est important à prendre en ligne de compte. Pour les autres mesures, il n'y avait pas de différence significative. J'ai la misère de dire ce mot. Hein. Ça veut dire que les scores n'ont pas monté entre le pré-test et les post-tests, ni pour le groupe témoin, ni pour le groupe expérimental. Bon, ici, nous avons aussi examiné les dictées des enfants. Là, on peut s'amuser un petit peu en lisant les histoires des enfants. Les enfants ont intégré des éléments d'histoires connues. Par exemple, les 3 petits cochons, ils ont construit une maison en bois et une paille et une brique. Le loup a soufflé la maison. Après, il a soufflé une autre maison. Après, il a grimpé dans le cheminée. Il s'est brûlé la queue dans le foyer. Voilà une belle histoire d'un enfant de 4 ans. Parfois, les enfants aussi ont intégré des éléments fantastiques dans le deuxième, comme dans le deuxième exemple que vous pouvez lire vous-même. Je vous donne un moment. Et ils pouvaient intégrer des expériences vécues, comme dans le 3e exemple. Il était une fois un bonhomme qui s'en allait en vacances dans le sud. Il s'est amusé avec son ami dans la mer. Tout à coup, Elias et moi, on voulait jouer dans le sable. On a fait un très gros château. Et nous avons gagné un concours de château de sable et la surprise était des bonbons. Donc, vous voyez qu'ils étaient très variés. Les thèmes que les enfants ont abordés étaient aussi très intéressants. On n'a pas le temps nécessairement d'en parler aujourd'hui, mais c'est une autre... c'est intéressant, voilà. Voilà, ici, dans ce graphique, nous voyons les scores des dictées. Ce qu'on a fait... on a utilisé le système NAP, qui est une façon de coder des histoires pour les éléments narratifs et le langage que les enfants utilisent. Et vous pouvez voir que leur score était très varié. Chaque ligne représente un enfant. Donc, ça, c'est juste un exemple. On a pris des dictées d'une classe, mais on l'a fait pour beaucoup, beaucoup de dictées. Donc, vous pouvez voir, par exemple, qu'ici, le score était 7, mais voilà, c'est descendu à 4. Des autres ont commencé à 7, puis ça montait beaucoup, puis c'est descendu. Donc, ça, c'est très intéressant dans le sens qu'on ne peut pas vraiment fier aux dictées même pour voir le progrès. Parce que les enfants, ça dépend beaucoup, je pense, sur la motivation de raconter une histoire et aussi ce qu'ils ont en tête cette journée-là. Ils ne sont pas nécessairement, parfois c'est une histoire très courte, d'autres jours une histoire plus longue et ça influence le score. Aussi, on peut voir que les enfants, le nombre maximal des histoires était 6 dans ce groupe. Et ça, c'était pendant une période de à peu près 3 mois et demi. Alors, vous pouvez voir, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que même si les enseignants et les enfants ont apprécié l'approche, et même si dicter et jouer les histoires prennent assez peu de temps, dans les classes de 17-18 enfants, les occasions de faire ces activités étaient quand même relativement rares. Bon, maintenant, je vais donner la parole encore à Anna pour partager avec vous les impressions des enseignants sur cette approche. Oui, donc ce qu'on a fait lorsque la recherche a été interrompue pendant la première année de son déroulement, c'est qu'on a décidé de demander aux enseignants participantes de partager leurs impressions de l'approche, de nous faire part de l'appréciation de leurs élèves et de nous donner leurs commentaires sur ce qui était plus ou moins facile quant à l'implantation en classe de cette approche, parce qu'on était très concernés évidemment par comment les enseignantes ont vécu cette expérience et si elles trouvaient que c'était une approche réaliste à utiliser en classe ou non, surtout
étant donné les limites de temps imposées aux enseignantes au préscolaire, notamment à cause des périodes de jeux libres qui sont quand même assez importantes. Donc, vous pouvez voir ici que les impressions ont été quand même vraiment très favorables. On ne va pas tout vous lire parce que le diaporama est disponible pour vous, mais elles ont parlé beaucoup du développement de l'imagination à travers cette pratique, que certains élèves ont vraiment appris à se faire confiance. Peut-être que les élèves les enfants, étaient plus timides au départ, puis ensuite ont vraiment pu prendre confiance en leur capacité à raconter une histoire au fil du temps. Elles ont aussi relevé le fait que l'approche encourageait le respect l'un de l'autre, respecter les idées de l'autre, de respecter le temps de l'autre, d'attendre son tour, etc. Et ont trouvé que l'approche véhiculait quand même des belles valeurs. Elles ont aussi parlé du développement de l'estime de soi chez l'enfant et du fait qu'ils ont pu, entre enfants, participer collectivement à quelque chose, à créer quelque chose ensemble. Parce que lors de la mise en scène, c'est vraiment les enfants, jouent vraiment ensemble ou sont spectateurs et applaudissent. Donc, vraiment, il y a une belle chimie qui se crée quand les enfants participent ensemble à cette pratique. Merci, Diane. J'ai changé la... Je m'excuse, j'essaie d'avancer les diapos. Aucun problème. Et j'ai un petit problème d'avancer et je ne sais pas pourquoi. Ça n'avance pas. Ben, en attendant, je vais continuer parce que voilà. Donc, on peut aussi voir que les enseignantes trouvaient intéressant qu'elles pouvaient voir vraiment le développement d'une histoire dans la tête d'un jeune enfant quand même jusqu'à 4 ans. Donc, ce à quoi ils pensaient, comment se développait l'espèce de trame narrative, si on veut, chez l'enfant, et aussi que leur côté théâtral pouvait se développer, donc l'intonation, le débit, la voix, etc., que ça, c'était quelque chose qu'elles remarquaient également. Elles ont également trouvé que c'était une belle occasion de parler de la structure de phrases, mais quand même sans faire ça d'une manière didactique, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas à la philosophie du programme préscolaire, mais de vraiment rester dans le jeu, mais de parler de la structure de phrases dans un contexte comme ça, très ludique. Ensuite, une autre enseignante a également parlé du fait qu'elle pouvait voir que certains élèves avaient un vocabulaire plus riche et varié qu'elle ne le pensait avant de faire cette approche avec eux, parce que ça donne vraiment l'occasion à l'enfant d'utiliser des mots qui ne le feraient pas dans le contexte de la vie de tous les jours. Ensuite, on a été heureuse d'entendre que plusieurs des enseignantes étaient quand même motivées à continuer avec l'approche, même sans continuer à participer à notre recherche. Donc, elles ont aimé l'approche, puis certaines ont même relevé qu'elles continuaient l'approche même après la fin de la recherche. Donc, c'était vraiment un de nos buts, justement, c'était d'outiller les enseignantes pour qu'elles puissent continuer de manière indépendante à implanter cette approche. Puis pour les personnes ici qui peut-être enseignent, elles ont également relevé du fait que ça ne prend pas énormément de planification de mettre en place cette approche. Et c'est sûr que ça aussi, c'est important parce qu'une pratique simple et facile et appréciée par les élèves, c'est sûr que c'est gagnant pour tout le monde. Et finalement, on a aussi relevé que c'était un bon moteur pour enseigner justement la structure de phrases, de vocabulaire, etc. Et on va vous parler également des stratégies que les enseignantes ont utilisées justement pour enseigner certaines choses dans le cadre de cette pratique. Donc, les enseignantes, on a aussi fait une analyse des stratégies adoptées par les enseignantes pour aider les enfants, excusez-moi, j'enseigne à des élèves, alors j'ai tendance à dire ça, mais c'est bien des enfants, on est au préscolaire ici. Par exemple, faire une suggestion verbale sur comment jouer un rôle, parce que parfois, le fait de mimer peut être difficile, surtout au début de l'approche. Donc, les enseignants posaient souvent des questions comme « Comment vas-tu faire pour montrer qu'un personnage appelle l'ambulance, par exemple? » Des choses comme ça. Sinon, pour développer l'histoire lors de la lecture, les enseignantes ajoutaient parfois des effets sonores qui étaient ensuite souvent répétés par les élèves. Ajouter des mots, donc pour enrichir en quelque sorte les histoires après qu'elles avaient été racontées par les enfants. Substituer un mot par un autre, donc par exemple remplacer l'expression « aller dans l'eau » par « plonger » et ajouter des marqueurs temporels, par exemple ensuite pour peut-être ajouter un peu de cohérence à l'histoire et la rendre plus facile à jouer par les enfants lors de la mise en scène.
Sinon, les enseignantes aussi avaient tendance à parfois reformuler des phrases pour améliorer la clarté. Donc, remplacer « il attaque » par « le minou attaque » pour rendre plus clair pour les enfants acteurs de savoir quel enfant avait à faire l'action, justement, parce que ce n'était pas toujours évident dans l'histoire racontée. Ensuite, faire des remarques une fois l'histoire terminée, encourager les applaudissements et aussi, encore une fois, peut-être augmenter la confiance en soi des enfants en leur capacité à raconter l'histoire en leur donnant des commentaires positifs comme « super » ou « quelle belle histoire ». Sinon, les enseignantes avaient aussi tendance parfois à donner du renforcement positif aux enfants qui jouaient un rôle, qui mimaient bien ou qui avaient une façon intéressante d'interpréter un rôle, comme un chat debout, pourquoi pas. Donc, c'est une autre pratique, une autre stratégie adoptée par les enseignantes. Finalement, on peut aussi parfois montrer une façon de jouer un rôle dans l'histoire. Donc, pour, par exemple, un enfant qui mimait de cuisiner, elle pouvait l'encourager à faire semblant de rouler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, aider les enfants à fabriquer une maison, c'est ça, en joignant leurs mains ensemble pour former un toit pointu, parce que parfois, il n'y avait pas assez de rôles et les enseignantes aidaient donc les enfants à jouer des rôles comme une maison ou un arbre ou une roche, des choses comme ça. Merci, Anna. Maintenant, on est déjà arrivé vers la fin de notre présentation. On était assez vite. Bon, le résumé est retombé de la recherche. Bon, comme vous avez vu, les comparaisons entre les pré-tests et post-tests ont démontré que l'approche dictée jouée favorise la compréhension des histoires et que les gains étaient plus élevés pour le groupe expérimental que pour le groupe témoin. Quant aux tâches de production de l'histoire et les tâches de l'écriture de nom, les deux groupes se sont améliorés. Par contre, ni un ni l'autre ne le sont améliorés dans les tâches de reconnaissance et de nomination des lettres. On peut conclure qu'il sera idéal d'étudier les effets de la méthode sur un plus grand groupe d'enfants francophones et à la fin d'âge préscolaire, comme on aurait aimé faire. Et nous suggérons aussi d'ajouter un test de conscience de l'écrit. Je regrette un peu de n'avoir pas inclus ce genre de test, mais nous étions assez limités dans le temps, souvent dans les écoles, pour les espaces même. C'était un problème assez chronique de trouver une place pour travailler avec les enfants. Donc, on a essayé de raccourcir la période d'évaluation des enfants. Aussi, on a trouvé que pendant les dictées, les enseignantes ont bien respecté le protocole que nous leur avons proposé pour les dictées, mis à part que certaines d'entre elles mettaient moins l'accent sur l'écrit que nous le souhaitons. Je pense que c'est un bon moment pour juste diriger l'attention de l'enfant vers l'écriture. Mais très intéressamment, toutefois, les enfants semblaient diriger leur attention vers la page où écrivait l'enseignante. Donc, ils observaient ce que faisait l'enseignante. Et ça, c'est très bien, je pense, pour les concepts liés à l'écrit. Nous avons pu aussi observer les stratégies que les enseignantes utilisaient lorsqu'elles faisaient jouer des histoires d'enfants, ce que Anna vient de vous montrer. Et ça peut être utile pour d'autres chercheurs et aussi pour les enseignants pour avoir des idées. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux souligner quelque chose. Quand on prend le dictée, on le prend tel que. Quand on fait le théâtre, où on joue l'histoire, c'est là où l'enseignante peut ajouter un peu. Donc, ce que fait l'enseignante, elle lit l'histoire à haute voix une fois. Donc, c'est l'histoire de l'enfant. Puis, elle le lit par la suite, ligne par ligne, pour que les enfants arrivent pour jouer leur rôle. Okay, et la plateforme est souvent juste un ruban dessiné sur le plancher. Vous faites avec une ruban, comment on dit, le ruban scotch tape, comme ce qu'on dit, masking tape. Je ne sais même pas si c'est avec un gros ruban épais pour vraiment marquer l'espace de la scène, et un rectangle dans le fond avec
Une ruban adhésif. Voilà. Je ne connais pas le terme en français, je m'excuse. Et parfois, les enseignantes ont utilisé simplement leur tapis. Hein, c'est possible aussi. Il faut désigner une place pour jouer. Bon, OK. Donc, comme j'ai dit, elle lit à haute voix l'histoire. Puis, une fois, Lena Lim pour inviter les enfants pour jouer l'histoire. Et c'est là où l'enseignante peut changer l'histoire un petit peu comme Anna ou élaborer l'histoire comme Anna a décrit il y a un moment. Bon. Un autre côté positif du projet, c'est qu'on a préparé un guide pour inviter les autres enseignants préscolaires au Québec de faire dicter jouer dans leur classe. Et c'est disponible sur le site Fonds de recherche. Cependant, nous recommandons aux enseignants de suivre une formation complémentaire ou de s'auto-former. Je pense que c'est possible, idéalement en groupe. Au départ, on pensait de faire des séances de suivi individuellement avec les enseignants. Et dans le CPE, c'est ça que voulaient les éducatrices. Ils voulaient le faire individuellement. Mais dans les écoles, les enseignants voulaient le faire en groupe. Et finalement, je suis d'accord avec eux. C'était très productif de le faire en groupe et partager leurs impressions et leurs idées aussi. Donc, si c'est possible de le faire même en auto-formation en groupe, je pense que ce sera le meilleur choix. Le guide cite des ressources qui pourraient aider les enseignantes finalement à prendre cette approche. Et nous voulions faire l'année passée une formation moins longue avec les enseignantes, mais finalement, les enseignantes qui étaient intéressées au départ étaient trop épuisées à cause de la pandémie, ils ne voulaient pas le faire. Mais si on trouve qu'il y a un grand intérêt, on peut repenser d'offrir une formation. Notre équipe pourrait peut-être faire une formation pour les enseignantes ou les conseillères pédagogiques. Et un conseiller pédagogique ou un enseignant peut par la suite partager ces informations avec son équipe. Troisième point, certains des défis auxquels les enseignantes ont été confrontées dans la mise en œuvre des pratiques sont abordés dans notre rapport sur le site web. C'était des choses souvent logistiques, comment faire, comment surveiller sa classe en même temps de prendre le dictée. Donc, parfois, il faut une deuxième personne dans la classe pour une courte période pour faire. Ou il faut au moins penser comment je vais faire, à quel moment et où je vais le faire, etc. Et le temps, les enseignants parlaient souvent de temps, le temps de faire souvent la taille de la classe, etc. Dernièrement, nous avons également recueilli des données pour les enfants en maternelle à 5 ans. Comme on vous avait déjà expliqué plusieurs fois, on ne pouvait pas faire des post-tests à cause de la pandémie. Mais on a tous les pré-tests pour plus que 100 enfants. Donc, une fois combiné à nos données pour les enfants de 4 ans et aux données d'autres chercheurs, on peut utiliser ces données pour mieux comprendre les compétences des enfants au début de l'année scolaire et leur progression de la maternelle 4 ans à la maternelle 5 ans. Pas de façon longitudinale, mais on peut quand même comparer comme sont les enfants à 4 ans et en moyenne et à 5 ans en moyenne. Alors, nous avons fourni dans notre rapport sur le site web de FQSC les données pour les enfants de 5 ans comme point de référence. Et Andrea McLeod, qui est avec nous aujourd'hui, elle n'a pas parlé, mais Mme Godbout a introduit Andrea au départ. Nous travaillons ensemble pour voir comment on peut combiner des données. Andrea et moi avons publié un article tout récemment sur les habiletés narratives des enfants bilingues, des enfants du Québec. Et c'est ça, on envisage de faire quelque chose avec nos données ensemble.
Voilà, donc on est arrivé aux périodes de questions. Vous pouvez poser des questions à moi ou à Anna ou à Andrea. Andrea, n'oublie pas, est une experte en bilinguisme, donc si vous êtes intéressé, ce sera quoi peut-être les bénéfices potentiels pour ce groupe des enfants? Ben voilà, posez-les à Andrea. Donc, je vous remercie beaucoup et j'attends vos commentaires et vos idées et vos questions. Merci. Merci beaucoup, Diane Pesco. Merci, Anna Saint-Martin. Alors oui, on a déjà quelques questions. Je vais céder la parole à Caroline Bégin qui va vous les soumettre. Oui, vous l'avez mentionné plusieurs fois, l'accès au rapport d'évaluation est dans le site du fonds. Ma collègue Audrey Asselin vous transmettra de nouveau les coordonnées pour accéder à ce rapport, mais également pour le guide qui est un bel outil, hein, qui va de la plus petite question, précision pour faciliter cette approche, utiliser cette approche. Caroline, on a quelques questions? Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Mme Pesco et Anna, pour votre présentation. Oui, votre présentation a généré des questions. Peut-être que vous y avez répondu, mais peut-être donner plus de précision. Est-ce qu'il y avait-il des interventions de l'enseignante pour enrichir les jeux de rôle ou pour analyser les schémas narratifs, comme par exemple identifier les personnages ou la chronologie du récit? Ou peut-être que dans le guide, on a toutes ces informations. Oui, je m'excuse, Madame Bégin. Est-ce que vous pouvez répéter les dernières la question et je vais répondre? Oui. Est-ce que l'enseignante intervenait pour enrichir les jeux de rôle ou pour analyser les schémas narratifs? D'accord. Pour jouer les rôles, je pense, ben, comme Anne a expliqué, oui, ils ont donné des idées aux enfants comment faire. Et il y a aussi des enseignantes qui ont un autre moment de la journée, dans une autre activité, à parler des actions, comment est-ce qu'on peut représenter une telle action, comment est-ce qu'on peut représenter autre chose dans le jeu, etc. Donc, c'est très lié avec le jeu symbolique finalement. Donc, ça, c'est une réponse. Pour l'analyse de la structure narrative, non, je ne pense pas que les enseignantes l'ont fait explicitement, mais oui, ils étaient conscientes, cet enfant, il raconte des histoires, mais il n'y a pas d'action. Il y a juste des personnages, parce que les enfants, souvent, c'est très intéressant, ils voulaient nommer leur père. Ils voulaient que leur père vienne jouer des rôles. Donc, ils aiment. Je pense que c'est en partie pourquoi les dictées ne s'améliorent pas avec le temps. Et on ne veut pas l'éviter, je veux dire. C'est une partie de l'affaire, c'est la partie sociale de l'affaire. C'est aussi la façon qu'un enfant peut-être plus marginalisé essaie de s'intégrer avec ses pairs. Donc, c'est très important. Mais c'est ça. Donc, la structure narrative n'est pas toujours le focus, mais ça n'empêche pas que les enseignants, en lisant l'histoire, par exemple, soulignent certaines choses dans l'histoire. C'est ça qu'on a corrigé et ce qu'on a discuté dans les groupes de suivi, beaucoup. C'est c'est quoi les états internes des personnages? À quel moment est-ce qu'on peut parler de cet aspect d'une histoire? C'est quoi la structure d'une histoire? Oui, donc oui, on peut l'intégrer, mais pas directement dans la pratique dictée-jouée. J'ajouterais juste aussi, pardon, par rapport aux personnages, que lorsque l'enseignante prenait en note la dictée, elle l'encerclait et l'enfant était vraiment invité à regarder ce qu'elle faisait. Elle encerclait et nommait les personnages qui allaient être joués et demandait à l'enfant quel rôle lui voulait jouer. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas explicite, mais l'attention de l'enfant était vraiment dirigée vers les personnages dans l'histoire qu'il venait de raconter. Donc, ça peut répondre un peu à la question également. Oui, merci. Seconde question, comment ça s'est passé la participation des enfants avec des difficultés significatives de langage lors de l'étape dans l'approche de dictée du récit?
Puis Oui. jusqu'où va la reformulation de l'enseignante? Bon, OK, première question. On n'avait pas des données sur des enfants qui avaient des problèmes langagiers ou pas. Mais les enseignantes ont partagé avec nous, oh, cet enfant a un tel problème, de façon informelle. Ils étaient bien étonnés et bien contentes à quel point les enfants qui n'avaient pas, je pense à un enfant maintenant. Ils étaient très étonnés et, comme je dis, heureuses que les enfants ont aimé, parce que surtout un enfant avec peut-être un délai langagier peuvent quand même jouer dans les histoires. Tu sais, comme je dis, les enfants sont invités à dicter les histoires, ils ne sont pas obligés. Donc, l'enfant qui au départ hésite un peu, peuvent commencer par jouer avec les autres, puis après commencer à dicter des histoires. Aussi, comme le dicté est libre, ils peuvent venir dire juste quelques mots. Donc, maintenant, je parle de l'élaboration de l'histoire. Pour les dictées, on n'invite pas les gens, l'enseignante à trop solliciter l'histoire. Elle écoute, elle écrit. Mais je commence un projet avec une étudiante maintenant qui va travailler avec les enfants qui apprennent l'anglais comme deuxième langue, et on va travailler une approche adaptée pour mieux étayer les histoires un petit peu plus et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est une très bonne question. Et troisièmement, à quel point, la dernière partie, Madame Bégin, c'était, comment est-ce que c'était formulé sur le fin? Et sur, désolée. Je m'excuse. C'était La à quel reformulation. point? La reformulation par l'enseignante. Ah oui, à quel point, mais vous pouvez le dire pour moi comme c'était formulé la question? C'est surtout avec des élèves ayant des difficultés langagières, jusqu'où va le soutien et la reformulation? OK, jusqu'où. Comme je dis, on va essayer jusqu'où bientôt. Mais dans les classes actuelles, dans les classes où on a fait le projet, c'était varié. Il y a des enseignantes qui ont joué un rôle beaucoup plus actif dans la mise en scène, et des autres qui étaient un peu plus en retrait. Donc, oui, je n'ai pas en réponse. Ça dépendait de l'enseignant. Très bien. On a aussi une excellente... vous voulez intervenir? Oui, si je peux ajouter. Oui, Andrea. On a fait un projet pilote avec des écoles où la majorité des enfants sont des apprenants du français rendus à l'école à Montréal. Et puis, ce qu'on a observé, c'est avec la dictée d'histoire. Alors, c'est des enfants qui avaient un niveau de français vraiment en mode, c'était la fin de la maternelle 5 ans. Alors, ils avaient un niveau de compréhension qui augmentait, mais encore, c'est des défis en termes de produire des phrases complètes, etc. Alors, on a utilisé la dictée d'histoire comme une opportunité pour exactement étayer un peu. Alors, on part avec les mots, puis les mots qui nous partageaient, et puis on complétait. Alors, on n'enrichissait pas beaucoup plus loin, mais vraiment pour que ça soit, pour qu'ils ils entendent la phrase qu'ils ont dit avec une structure francophone. Et puis, lorsqu'ils ont eu l'opportunité de jouer l'histoire, c'était vraiment aussi super enrichissant de les voir prendre part, puis vraiment être capable d'utiliser tous leurs moyens de communication pour transmettre l'histoire. Alors, même s'ils n'avaient pas le mot, ils avaient le geste, ils avaient l'onomatopée, et puis d'être capable de faire ça avec leur père, avec leurs amis, c'était, je pense, une expérience vraiment enrichissante et empowering, alors qu'ils pouvaient utiliser tous leurs outils pour jouer le jeu aussi. Alors, dans notre cas, c'était quelque chose qu'on avait réussi à intégrer, même quand le français était pas encore une force. Intéressant.
On a aussi une belle suggestion de Philippe qui propose que si la retranscription du texte dicté par les enfants était stockée sur une affiche ou sur une page dans un cahier et conservée, attendez, puis que ça restait en classe à la disposition des enfants, ça pourrait enrichir leur maîtrise de l'écrit. Oui, je suis d'accord, oui, définitivement. Oui, les enseignantes avaient toujours leur cahier, mais j'ai déjà entendu dans d'autres contextes les enseignantes qui ont préparé un cahier, un grand cahier, partagé les histoires avec toute la classe et les enfants avaient accès à ces histoires. Oui, très bonne idée. Oui. Aussi, est-ce que vous avez prévu une suite possible pour en première année avec les élèves de première année? On ne prévoit pas, mais c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être utilisé avec des enfants beaucoup plus âgés. On a dit, mais il faut vraiment dire à nouveau, les enfants aiment le faire. Là. Donc, c'est très encourageant. Je pense, oui, même en première année ou en deuxième année, il faut modifier un peu peut-être les attentes ou les procédures un petit peu, mais oui, il aime beaucoup. Peut-être c'est les enfants plus âgés qui peuvent écrire leurs mêmes histoires, par exemple, hein? Ou ils peuvent faire un dessin. Et c'est ça, un dessin, puis une histoire, puis ils peuvent jouer leur propre histoire, lire, les autres enfants peuvent lire l'histoire, par exemple. Il y a beaucoup de façons d'intégrer avec des enfants plus âgés. Oui. Intéressant. Donc, la période des questions est terminée. Geneviève, j'ai fait le tour des questions. C'était très intéressant. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que je peux me permettre une petite question? On parle de vos projets futurs. Évidemment, il y a peut-être des étapes en raison de la pandémie qui n'ont pas été que vous n'avez pas pu, sur lesquels vous n'avez pas pu travailler. J'imagine que ça fait partie des projets futurs. La comparaison maintenant des résultats entre le groupe expérimental et le groupe contrôle est quand même très positif. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir cela sur une période plus longue, de suivre un groupe expérimental et un groupe contrôle sur un plus long terme, allant jusqu'au premier cycle, disons, du primaire? Ah oui, c'est une bonne... oui, bien sûr. Vous voulez dire longitudinal? Oui, longitudinal, oui. Les enseignants, ça implique du groupe d'enseignants, j'imagine, hein, l'enseignant maternel, l'enseignant en premier. Si on pouvait jumeler les enseignantes, oui, c'est faisable, oui. Oui. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. J'approche ma retraite. Donc, on verra, mais peut-être un de mes collègues ici va faire la suite. Hein. On verra. Merci beaucoup. Merci. La relève, oui, exact. Oui. Alors, oui, merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, on est dans les temps, alors on va immédiatement se tourner vers votre collègue Martin Lépine et les deux membres de l'équipe qui sont avec lui aujourd'hui. Voilà, je vais déplacer les questions. Donc, oui, en effet, je faisais référence aux appels de proposition. Dans le contexte de l'appel de proposition concerné pour cette présentation qui était lancée en 2019, il y a eu 4 projets de recherche-action et 7 projets de recherche qui ont été sélectionnés à l'issue du processus d'évaluation. Donc, pour notre deuxième présentation aujourd'hui, c'est un projet de recherche-action qui cible parmi les besoins de recherche de cet appel, les pratiques enseignantes favorisant les interactions sociales en classe les plus susceptibles de développer les compétences en littératie au primaire, projet qui s'intitule « Interaction à l'oral dans les cercles de lecteurs d'œuvres littéraires au primaire, recherche-action mobilisant des actrices de changement en matière de littératie ».
comment ne pas faire de lien avec ce qu'on vient d'avoir comme présentation, de jouer, de faire participer, d'avoir une participation de manière collective, finalement, auprès des enfants. Donc, le projet est le fait de Martin Lépine, qui est professeur de didactique du français et vice-doyen à la formation et à la culture à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur régulier du collectif Clé et du CRIFP en tant que didacticien didacticien du français. Il s'intéresse particulièrement aux approches didactiques de la littérature, à la lecture littéraire ainsi qu'aux interactions lecture, écriture, orale. Martin Lépine est professeur responsable du programme Passeurs culturels à l'Université de Sherbrooke, lauréat du prix Rideau Partenariat 2019. Et je me permets de préciser que le collectif Clé, c'est un collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Et le CRIFP est un regroupement, donc le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, un regroupement qu'on appelle un regroupement stratégique qui est composé de plus de 130 chercheuses et chercheurs. Alors, Martin Lépine, est accompagné de 2 co-chercheuses de l'équipe, Suzanne Etu, qui est conseillère pédagogique du Centre de services scolaires des Samars, qui est maintenant à la retraite, et qui lui permet d'ailleurs de poursuivre son engagement pour donner et développer le goût de la lecture, de l'écriture et de la communication orale, de l'appréciation des œuvres littéraires chez tous les enfants. Suzanne Etu demeure donc très active comme collaboratrice des milieux de pratique dans des recherches en didactique du français. Avec nous également, donc, Stéphanie Laurence, qui est auxiliaire de recherche pour le projet Libère, qui est doctorante en sciences de l'éducation et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Stéphanie Laurence s'intéresse à l'écriture, à son enseignement et à son apprentissage. Elle a participé par le passé à la recherche-action sur les cercles d'auteurs et d'autrices, coordonnés par Ophélie Tremblay et Hélène Turgeon. Et comme chercheuse en didactique du français, elle est membre également du collectif Clé et du CRIFP. Voilà, alors je vous cède dès lors la parole et je vous invite à afficher votre présentation. Merci beaucoup, Mme Godbout, pour cette présentation, puis pour l'exercice de diction là, avec le CRIFPE et le collectif Clé. Je tiens à remercier beaucoup le Fonds de recherche Société Culture du Québec là, pour le financement de ce projet-ci et aussi beaucoup là, le ministère de l'Éducation qui a participé au financement, notamment en permettant aussi que l'équipe puisse se procurer du matériel de lecture, des supports de lecture, des livres pour les enseignantes, les milieux impliqués. Donc, ça, c'est vraiment très apprécié aussi. Donc, je suis ravi d'être ici ce matin avec vous, accompagné de Suzanne et de Stéphanie, qui vont aussi pouvoir réagir aux différentes questions qui seront posées au fil de la présentation, mais surtout dans la période d'échange ensuite. Donc, vous voyez le projet Libère qui est devant vous. On va le voir là, dans les prochaines minutes, mais en gros, je vous invite déjà à vous mettre dans l'ambiance d'un souper entre amis avec un verre de vin. C'est donc le moment d'aller vous chercher un verre de vin. Là, il est 11 heures ou 5 heures quelque part dans le monde. Et d'embarquer dans l'ambiance des cercles de lecteurs-lectrices, un dispositif didactique qui se rapproche de situations les plus authentiques possibles de la vraie vie, de la vie courante, où on peut discuter des livres, de la littérature et de son rapport aussi à la lecture. Mme Godbout l'évoquait en introduction, le projet Libère qu'on avait présenté au Fonds de recherche en 2019 souhaitait répondre au besoin numéro 4 qui vise les pratiques enseignantes qui favorisent les interactions sociales en classe, mais lesquelles seraient les plus susceptibles de développer les compétences en littératie au primaire. Et une des hypothèses qu'on avait pour répondre à cette question-là, c'était justement de déployer dans les classes du préscolaire, puis en particulier du primaire, différentes formules de cercles de lecteurs, de lectrices qu'on va vous présenter à l'instant. Donc là, sans trop prendre de temps pour détailler cette diapositive-ci, parce qu'on va y revenir dans les prochaines minutes, mais vous voyez apparaître qu'en gros, au fil du projet, on y a travaillé pendant 3 ans malgré la pandémie, puis les actions dans le projet ont pu vraiment se poursuivre malgré les virus et la distance. Mais en gros, le projet nous a aussi permis, sur un plan théorique, d'illustrer qu'est-ce que pourrait être un cercle de lecteurs, de lectrices,
en s'inspirant, grosso modo, vraiment du fameux souper au restaurant dont je vous parlais, où on serait, par exemple, 3-4 personnes entre amis en train de parler et tout d'un coup, quelqu'un nous parlerait de lui comme lecteur, comme lectrice, de lecture qu'il vient de faire, de lecture à venir, de lecture passée aussi. Et là, vous voyez qu'on a tenté d'illustrer tout ce qui pourrait être impliqué dans un tel souper. Là, on s'entend bien qu'on va le vivre en contexte scolaire aussi, mais on tend vers une situation qui est la plus réelle possible. Donc, vraiment une situation où il y a des interactions orales, sociales, langagières aussi, autour des livres, de la littérature. Donc, le projet Libère aussi, pour vous situer, l'acronyme Libère là, signifie quelque chose, c'est-à-dire que vous voyez qu'anciennement, le mot Libère là, renvoyait une partie de l'arbre qui permettait de faire du papier et de ça découler des mots comme livre, libraire, librairie. Et en même temps, ça nous permet de penser toujours dans ce projet-ci à la littératie. Autour de Berthierville, le projet avait lieu au Centre de services scolaires des Samans dans la région de la Naudière. On pensait pour le L de Libère, là, mettre en interaction des lecteurs, des lectrices. Donc, vous voyez que l'entrée dans le projet n'était pas la lecture, n'était pas les textes, mais plus les personnes, les êtres humains impliqués, les lecteurs, lectrices de tous âges, autant les enfants que les adultes, les professionnels de l'éducation qui les accompagnaient. Vous voyez qu'on souhaitait faire vivre des interactions, autant orales qu'écrites que sociales, autour de Berthierville, tout ça en équipe, autant pour notre équipe, vous allez le voir tantôt, là, qui impliquait des professionnels de différents corps d'emploi, donc des équipes interprofessionnelles, mais aussi les élèves en équipe, et tout ça dans le cadre d'une recherche-action où l'action nourrissait autant la recherche que la recherche, l'action. Et au fil du projet, là, vous voyez une représentation ici qui a été faite par l'enseignante Isabelle en première année, donc avec des enfants d'environ 6 ans, et elle leur expliquait ce qu'elle souhaitait créée en classe lorsqu'elle lançait le dispositif de cercle de lecteurs, de lectrices. Et donc, là, vous voyez dans l'image vers le haut, on a l'enseignante qui est en retrait d'un cercle. Bon, là, il y a plusieurs élèves dans ce cercle-là, mais parce que les cercles de lecteurs, lectrices peuvent se vivre aussi en classe complète, surtout au premier cycle, en première année comme ici. Donc là, vous voyez, c'est un effet un peu popcorn ou ping-pong, là. Donc, l'enseignante est en retrait et les élèves entre eux interagissent et non pas un après l'autre, après, disons, une minute à présenter son personnage favori, ensuite une autre personne qui présente son personnage favori, puis ainsi de suite, puis on fait le tour. Non, l'idée, c'était vraiment de créer une ambiance un peu d'action-réaction, d'interaction, de type un peu popcorn, au lieu aussi, vous le voyez vers le bas, toutes les actions, tous les regards sont orientés vers l'enseignante qui est un peu la personne qui dirige la conversation. Donc, les élèves, entre eux, vous voyez des images aussi de la classe de Karine en 4e année, juste à côté, où ils étaient en train de prendre la collation tout en faisant une rencontre de cercle de lecteurs, lectrices. Donc, le texte, les œuvres, les livres que vous voyez sur l'image, mais sont en fait un prétexte, puisqu'on ne lit pas le même livre au même moment dans un cercle de lecteurs, lectrices. C'est vraiment plus une rencontre d'êtres humains là, qui sont des lecteurs, des lectrices, qui disent où ils en sont dans leur parcours de vie de lecteur. Donc, pour bien vous situer, je vais vous présenter 1 minute d'une rencontre de cercle de lecteurs, lectrices de 4e année, une rencontre qui dure 22 minutes. Donc, 22 minutes où l'enseignante intervient à peine. On voit là ici une équipe. Là, dans la classe, il y avait plusieurs équipes. Et je vous parlais du budget que le Fonds de recherche et le ministère nous octroyaient dans le cadre du projet, mais ça nous a permis aussi de nous équiper, notamment avec des outils d'enregistrement de ce type de cercle. Donc, allons-y. Je vous présente une minute simplement pour que vous puissiez saisir un peu l'ambiance dans un cercle de lecteurs, lectrices, comme on l'a vécu là, ces dernières années au Centre de services scolaires des Samans. Bon, Nico, tu peux commencer? Moi, c'est Gangster. En fait, c'est un chat, mais qui est plutôt du bord gangster. À un moment donné, j'avais vu un passage vraiment, comment dire... Nico, moi, je sais c'est quoi un gangster, mais est-ce que tu c'est quoi ici? Ouais. Ouais. Oh, mais c'est pas même gangster. Non, mais je te parle pas du livre. Non, mais je sais, oui. Parce que genre, tu comprends, à un moment donné, j'ai vu ça passage, je me suis dit, ben là, c'est une BD, mais juste en texte. Il y a un tout petit peu de texte, genre. Ouais, des petites phrases, celle-là. Ok, est-ce que c'est long à lire, des fois? Ouais, j'ai pas encore fait parce que je m'en dis à peu près à la page 44. Mais pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'en fait, je l'avais entendu des gens apprendre. Là, je me suis dit, bon, ok, je vais voir comment ça ressemble.
que quand je regardais un gangster, au début, je m'intéressais pas trop, là, mais... C'est comme un petit grand quand tu vois le... C'est pareil comme moi, parce que, ben, moi aussi, c'est à cause des autres que j'ai choisi. Ouais, c'est comme moi. Donc, vous voyez que ce n'est pas nécessairement un cercle de lecteurs qui serait parfait, mais on tend vers une situation qui pourrait se vivre en dehors de l'école, en dehors de la classe, voire peut-être même à la cafétéria de l'école ou lors d'un repas X, Y, Z. Il n'y a pas toujours de la nourriture impliquée dans les cercles de lecteurs-lectrices, mais somme toute, on souhaite quand même nourrir les lecteurs et les lectrices sur toutes les dimensions de leur rapport à la littérature dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, je commence avec vous aussi à soulever le problème de recherche et d'action qui nous a un peu sollicité d'entrée de jeu. Et j'interviens aujourd'hui, oui, comme professeur, comme chercheur aussi, comme le mentionnait Mme Godbout, mais aussi comme enseignant de français de formation, comme citoyen et comme père de 3 enfants qui souhaite vraiment que l'école entretienne le goût de lire de mes 3 enfants le plus longtemps possible et que surtout que le système ne les dégoûte pas de la lecture et de l'appréciation des œuvres littéraires. Et là, l'image que je vous présente ici, c'est des résultats issus de ma thèse de doctorat. Et lorsqu'on posait comme question à plus de 500 enseignantes du primaire, quel était leur objectif principal dans leur enseignement de la lecture et de l'appréciation? Bien, vous ne serez pas surpris de voir qu'une majorité, vous voyez, plus de 90% des enseignantes des 3 cycles du primaire visent comme objectif prioritaire dans leur enseignement de la lecture-appréciation à donner le goût de lire, à stimuler le plaisir de lire de leurs élèves. Donc, et c'est partagé, vous voyez, là, à tous les cycles du primaire. Et donc, on souhaite, grosso modo, même comme parents, je vous disais mon rôle aussi de père, mais on souhaite former des lecteurs, des lectrices qui vont lire à l'école, bien sûr, mais aussi dans la vie, pour la vie, dans la durée, qui vont avoir développé suffisamment de compétences pour être aptes, avoir la capacité de lire au-delà de l'école, mais aussi des appétences, donc des appétits, des envies, des désirs qui vont faire en sorte que peu importe leur situation professionnelle future, mais ils vont, en un sens, accorder une partie de leur horaire, de leur loisir aussi à la lecture. Donc là, vous voyez différentes images qui sont tirées d'un album magnifique qui s'intitule « La mouche qui lit », qui représente des lecteurs dans différentes situations de la vraie vie. Donc, c'était l'espèce de cible qu'on se donnait. Je vous parlais d'un souper au restaurant, mais de lecteurs, de lectrices à former dans la vie pour la vie, puis comment faire à l'école une préparation qui est la plus optimale vers cette cible-là. Parce que vous le savez, attention, cependant, toutes les recherches, même celles qu'on a menées, où on est allé voir aussi les attitudes des élèves des 2 écoles impliquées, c'était 2 écoles primaires et préscolaires, 2 grosses écoles dans le coin de Berthierville et Saint-Paul-de-Joliette, où il y avait plus d'une vingtaine de classes par école. Mais vous voyez que les enquêtes nous montrent autant en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Québec, qu'à l'école, le temps passé à lire, les attitudes positives envers la lecture diminuent, en fait, au fur et à mesure que les écoliers et écolières avancent dans leur parcours. Souvent, c'est au 2e cycle du primaire qu'on voit les attitudes devenir de plus en plus négatives envers la lecture, l'écriture. C'est vrai donc aussi pour l'écriture, mais c'est vrai aussi pour plusieurs disciplines d'enseignement. Mais donc, en quelque sorte, c'est comme si au 2e cycle du primaire, lorsqu'on devient plus autonome en lecture, nos attitudes plus positives commencent à régresser. C'est quand même une question qu'on peut se poser comme citoyen, comme parent, mais aussi comme chercheur dans le domaine de la littératie. Et hors du cadre scolaire, là, vous voyez aussi que près de la moitié de la population québécoise ne lit pratiquement jamais pour le plaisir. Il y a plusieurs enquêtes aussi sur l'alphabétisation des adultes qui montrent bien là, que plusieurs Québécois n'atteignent pas des niveaux pour être fonctionnels dans la société en littératie. Donc, on s'est questionné aussi sur les attitudes des élèves impliqués dans les 2 écoles. Ce n'était pas toutes les classes des 2 écoles qui étaient impliquées dans le projet de recherche, mais pour avoir un portrait d'ensemble des 2 écoles impliquées, on a proposé aux élèves de l'ensemble des classes là, de répondre à un questionnaire de type Garfield là, qui a été validé aux États-Unis par une équipe de Frank McKenna notamment. Et là, vous voyez apparaître, puis là, je vous résume les données qui sont ici, mais en gros, les attitudes envers la lecture diminuent d'une année scolaire à l'autre, okay? Donc d'une année scolaire à l'autre, d'un cycle à l'autre, et aussi en cours d'année. Donc là, on a quand même plusieurs pistes de recherche à venir aussi lorsqu'on s'intéresse en particulier aux enfants, aux adolescents qui sont lecteurs, lectrices dans les écoles. Donc, le défi qu'on avait dans le cadre du projet, c'est de continuer de nourrir des compétences à l'école, notamment lire des textes variés, apprécier des œuvres littéraires, les 2 compétences liées à la lecture au primaire, mais aussi des appétences. Donc, comment développer le goût de lire à l'école au-delà, nourrir le rapport à la littérature des lecteurs
lecteurs, lectrices de tous âges. Et là, c'est là qu'on inclut aussi les enseignantes, les enseignants, les directions d'école, les conseillères, conseillers pédagogiques. Donc, l'objectif général du projet Libère, c'était d'analyser des retombées d'un accompagnement d'une équipe interprofessionnelle, d'actrices de changement en matière de littératie, afin de bonifier les pratiques qui favorisent les interactions à l'oral dans des cercles de lecteurs, de lectrices, d'œuvres littéraires en particulier, mais ce qu'on a fait peut s'appliquer aussi à des textes plus courants ou des textes documentaires, par exemple, en vue de développer en contexte scolaire des compétences en littératie chez les élèves du préscolaire et du primaire. Donc, vous voyez, là, j'ai décortiqué l'objectif général, mais il y avait quand même plusieurs pistes à explorer en ce sens-là. Et notre projet, on le trouvait original là, par rapport au projet précédent, selon 5 dimensions différentes, notamment les dimensions qu'on associe à la littératie. Je vais y revenir dans quelques diapos. Notre entrée aussi dans le projet, on entrait par la littératie, mais on entrait vraiment par la porte des lecteurs, des lectrices, et non pas de la lecture et des textes à choisir. Donc, plutôt le lecteur, lectrice que texte ou encore le contexte de lecture. On souhaitait aussi, puis c'était un défi, entrer dans le projet par l'évaluation des apprentissages. Donc, déjà, s'assurer que par évaluation, on entendait le mot valeur. Donc, quelle valeur on souhaite donner à certains apprentissages. Puis, de fil en aiguille, on en parlait même plutôt comment on peut mettre en valeur les lecteurs, les lectrices, comment mettre en valeur toutes les lectrices, tous les lecteurs de la classe par un dispositif comme celui des cercles de lecteurs et de lectrices. Une autre des originalités du projet tenait sur le choix des œuvres littéraires qui, c'était des œuvres qu'on souhaitait favorables aux interactions, aux discussions autour de ces œuvres-là. Puis, on impliquait différentes catégories de professionnels là, dans une approche collaborative. Donc, 5 pistes originales dans le projet. Donc là, j'arrive au cadre plus conceptuel sur quoi on s'appuyait pour avancer dans ce domaine. Je vous parlais de la littératie tantôt et de ses différentes dimensions. Donc, on s'est appuyé de ce document-ci, d'un cadre de travail sur un cadre de référence en littératie, où on se rend bien compte, et là, je suis dans les engrenages à gauche de votre écran, où on a tous un rôle à jouer pour développer puis maintenir des compétences en littératie. Donc, en littératie, on pense plus largement que la lecture littéraire ou la lecture et appréciation des œuvres littéraires, mais nous, on a pris l'entrée vraiment lecture et appréciation des œuvres littéraires. Mais ce qu'on fait là, plus largement, développe aussi des compétences en littératie. Vous voyez qu'on a proposé des situations de contact avec l'écrit de qualité. Notre hypothèse, cette situation de contact avec l'écrit. Écrit ici, c'est entendu comme la lecture et l'écriture. C'était les cercles de lecteurs, de lectrices. Dans des environnements de lecture et d'écriture les plus favorables, vous allez voir les classes aussi qui ont bonifié leurs environnements littératie au fil du projet. Et pour ce faire aussi, on tenait compte de différentes dimensions qu'on associe au rapport qu'on peut entretenir avec l'écrit, en particulier à la lecture et l'appréciation des œuvres littéraires, donc le rapport à la littérature qu'on a convoqué dans le cadre du projet. Donc, un premier cadre sur lequel on s'appuyait, celui de la littératie. On s'est aussi appuyé sur ce cadre-ci, sur la coopération entre élèves. Vous avez vu un peu dans la minute là, où je vous ai projeté un cercle de lecteurs, lectrices, mais on souhaite vraiment avoir des interactions simultanées. Parfois, on parle l'un sur l'autre, un peu de façon dynamique, comme si on était au restaurant, de façon constructive, avec une participation qui est à peu près égale là, pour la plupart des élèves. Donc, ce n'est pas un élève qui monopolise le temps de parole, mais tous les élèves peuvent partager équitablement ou idéalement également le temps de parole. Puis vous voyez que ces interactions-là sont aussi au service des apprentissages. On entendait tantôt dans la minute des questions sur pourquoi tu as choisi ce livre-là, comment tu t'y es pris pour le choisir. Donc, on est en train de nourrir aussi des pratiques de lecteurs qui le font aussi dans la vie courante, bien au-delà de l'école. Donc, un premier cadre sur la coopération entre élèves. On avait aussi ces 4 outils didactiques si, je vous les résume rapidement, mais en gros, depuis les années 80-90, vous voyez que Justin Giasson a vulgarisé ces travaux américains-là, mais il y a 3 variables qui sont impliquées en lecture. Il y a le lecteur, le texte et le contexte. Et traditionnellement, l'entrée en lecture était vraiment par le texte. Donc, par exemple, une enseignante qui choisit un texte, qui le fait lire dans un contexte, par exemple, le vendredi matin à tous, avec un questionnaire de compréhension qui suit ce texte-là. Et donc, une des variables qui était peut-être moins sollicitée à ce moment-là, c'était le lecteur, la lectrice elle-même, lui-même, et par ses choix d'œuvres, par les réactions qu'il souhaite faire à la suite d'une lecture. Et vous voyez que ces 3 variables-là sont impliquées avant la lecture, pendant et après. Donc là, une des hypothèses de travail qu'on essayait d'explorer, c'est entrons par le lecteur, lectrice, puis différencier
sont notre enseignement de la lecture et de l'appréciation. Je vous parlais du rapport à la littérature tantôt. Vous voyez dans l'image à droite, on s'est appuyé des travaux de Judith Emery-Bruno, qui était membre de l'équipe aussi, pour montrer que si on s'intéresse au lecteur et moins à la lecture, mais c'est quoi un lecteur? Mais un lecteur, c'est une personne qui est constituée de différentes dimensions. Là, vous les voyez apparaître ici, là, autant des dimensions qui sont plus épistémiques sur ses connaissances, ses savoirs, qu'est-ce qu'on doit connaître pour être en mesure de lire. Une dimension qui est plus pratique, hein, sur les expériences, son vécu de lecteur. Une dimension plus subjective, plus psycho-affective. Une dimension sociale où on a des influences, des interactions. Et une dimension importante, qui est souvent évacuée là, dans l'enseignement, c'est la dimension axiologique, c'est-à-dire, mais pourquoi lit-on exactement? Quelle est la finalité? Quelle valeur aussi on accorde à la lecture comme être humain? Donc là, deux premiers outils. Vers le bas, là, vous voyez apparaître, entre autres, les prescriptions ministérielles, donc les opérations de lecture qui sont sollicitées aussi pour le cadre d'évaluation des apprentissages, qui rebondissent aussi, bien sûr, dans la progression des apprentissages, dans le programme de formation. Donc, traditionnellement aussi, on travaille beaucoup en lecture, la compréhension, mais moins les dimensions plus affectives qui sont difficilement évaluables, hein, qui sont différentes aussi d'un élève à l'autre. Donc, l'interprétation, la réaction, le jugement critique. Mais nous, vous voyez la façon aussi qu'on illustrait ces opérations-là. Mais les 4 opérations avaient une valeur équivalente, hein, une grosseur équivalente dans l'image. Donc, on souhaitait ne pas travailler que la compréhension. Et lorsqu'on se rend compte dans un cercle de lecteurs-lectrices, en n'ayant pas lu les mêmes œuvres, on est moins à discuter finement d'une compréhension approfondie que de notre réaction, que de jugement critique et de suggestions qu'on aimerait faire aussi aux autres lecteurs qui sont autour de nous. Et vous voyez, dernier outil qu'on a convoqué, c'est les principales notions littéraires, les éléments littéraires que Manon Hébert a regroupés sous l'acronyme LUPIN, où peu importe l'œuvre littéraire qu'on lit, bien, on peut s'intéresser à la langue, à l'univers qui est créé, aux personnages impliqués, à l'intrigue, à l'espace-temps, les lieux, etc., et la narration, la façon dont c'est raconté. Et une des questions qu'une enseignante de 6e année a posées à ses élèves en cours de projet à un moment donné, notamment lorsqu'elle travaillait avec eux aussi là, directement leur propre rapport à la littérature, en montrant qu'il était constitué de différentes dimensions, en reprenant des mots qui n'étaient pas nécessairement là, épistémiques, praxéologiques et autres, mais en montrant qu'un lecteur était constitué de différentes dimensions. Et donc, Isabelle les a un peu bousculés en leur disant, bien, regardez, là, vous me dites que lire, je lis pour apprendre, je lis pour réussir à l'école, mais pour moi, Isabelle, enseignante, mais à mon avis, on lit en fait pour devenir de meilleurs êtres humains. Donc là, elle est allée les ébranler dans leur dimension axiologique, sur la finalité qu'on pouvait accorder à la lecture. Et si on cherche à devenir de meilleurs êtres humains en lisant et en appréciant des œuvres littéraires, mais les échanges, les interactions autour de cette transformation-là sont précieux. Donc, le rapport à la littérature, j'en ai dit un petit mot, et dans les prochaines minutes, je vais vous parler en particulier du plan didactique professionnel. Donc, chaque enseignante, par exemple, impliquée dans le projet, a un rapport à la littérature, constitué de différentes dimensions, sur un plan individuel comme personne. Donc, sans le chapeau d'enseignante, comme individu, bien, on a un certain rapport à la littérature, et comme enseignante, sur un plan didactique, on a aussi un autre rapport à la littérature, et ultimement, un projet comme le nôtre, une recherche-action comme celle-ci, souhaitait transformer, bousculer un peu le rapport à la littérature qu'on peut entretenir sur le plan individuel, mais en particulier sur le plan professionnel, et en particulier pour la dimension praxéologique, c'est-à-dire les pratiques, la pointe un peu visible de l'iceberg, mais est-ce que l'accompagnement qu'on a offert pendant 3 ans au fil du projet, est-ce que ça a transformé aussi les pratiques avec les élèves en classe? Donc, c'est une des questions qu'on se posait. Et ces pratiques-là, je vous rappelle l'image du départ, le souper entre amis, l'espèce d'interaction, d'effet ping-pong, popcorn, où les élèves entre eux échangent là, autour d'eux comme lecteurs, comme lectrices, mais aussi des livres et de la littérature. Donc, on s'est aussi appuyé d'un outil qu'on a dû créer. Donc, comme hypothèse de départ, on se dit, il me semble que si on fait interagir à l'oral des lecteurs, des lectrices, entre eux, entre elles, autour des livres, de la littérature, de leur parcours de vie de lecteur-lectrice, mais il y a du potentiel pour répondre aux besoins de l'appel.
Mais le dispositif Cercle de lecteurs-lectrices n'existait pas comme tel il y a 3 ans. Donc, au fil du projet, je vous disais que l'action nourrissait la recherche. Bien là, c'est un bon cas où on s'est mis dans le comité restreint de la recherche à essayer d'illustrer ce qu'on entendait par cercle de lecteurs-lectrices. Là, vous voyez un premier jet que j'avais fait là, à la suite d'une de nos rencontres pour en arriver à une illustration un peu plus officielle, plus formelle ici. Et là, je vous situe rapidement dans cette image-là. C'est la même que celle que je vous présentais au début. Mais vous voyez qu'on considère le rapport à la littérature, qui est à gauche, là, mais qui est englobant. Il est un peu partout dans le cercle de lecteurs-lectrices. Donc, si j'interviens dans un cercle de lecteurs-lectrices, ça se pourrait que je parle de mes pratiques de lecture. Ça se pourrait que je parle de mon vécu. Ça se pourrait que je parle de mes préférences, de mes influences. Ça se pourrait que je parle d'auteurs que j'aime, que j'apprécie, mais que je connais bien, des maisons d'édition. Donc là, sans le savoir, vous voyez que je suis en train de nommer toutes les dimensions du rapport à la littérature. Dans un cercle comme celui-là, les personnes impliquées peuvent plutôt parler de lecture à venir. Donc là, je serais dans le avant. Je planifierais de prochaines lectures. Je serais peut-être pendant, en train de lire certains livres, puis d'en discuter, ou peut-être que je viendrais même de finir dans les reins, puis je suggérerais cette lecture-là à un de mes amis qui est autour de la table. Donc là, si on a en tête de se rencontrer au restaurant, pour aller souper, puis peut-être qu'on va discuter de nos livres, de nous comme lecteurs, lectrices, bien, on a peut-être une petite rencontre d'organisation, ne serait-ce que pour savoir quand on va se rencontrer, où. Peut-être que je tiens, moi, comme vrai lecteur dans la vraie vie, un journal de mes lectures où je prends en note certaines suggestions pour faciliter mes prochains achats ou sélections d'œuvres. Et ça se pourrait très bien que je convoque des notions littéraires pour parler des livres, ne serait-ce que parler de personnages et de stratégie. Par exemple, mais comment j'ai choisi ce livre-là? Qui me l'a suggéré? Comment je me le suis procuré. Donc là, vous voyez un peu là que, et ça, c'est vraiment des outils qu'on a développés par et pour les enseignantes, les conseillers pédagogiques, direction d'école et l'équipe de chercheurs, mais ce n'est pas un outil qu'on prend tel quel et qu'on utilise en classe directement. Je vais vous montrer tantôt là, quelques tableaux d'ancrage qui ont découlé de ce type de dispositif-là. Donc, le dispositif didactique intégratif là, des cercles de lecteurs-lectrices, c'est un des résultats aussi de notre recherche, c'est-à-dire d'avoir réussi à construire ce modèle-là. Ce n'était pas l'objectif premier, mais il a bien fallu passer par là pour avancer. Donc, vous voyez, c'est intégratif parce que ça intègre la lecture, l'écriture, de l'écoute, de la prise de parole. Ça met en valeur les lecteurs-lectrices, toutes les dimensions du rapport à la littérature dont je vous parlais, tout ça à l'intérieur d'une communauté qui cherche ensemble là, à mieux interpréter, apprécier les œuvres lors de situations qui sont les plus authentiques possibles, d'interaction sociale et langagère. Puis en vivant ensemble ce processus-là, on construit des sens, des significations à partir des livres, des œuvres qu'on lit, que ce soit des textes littéraires ou autres, mais on vise à développer à la fois des compétences, à être meilleur à, mais aussi des appétences, là, des appétits, des envies de poursuivre la lecture au-delà là, du cadre scolaire pour tous les lecteurs, toutes les lectrices de la classe. Donc, un des premiers résultats de la recherche, c'est vraiment cet outil, ce dispositif didactique intégratif qu'on a réussi à élaborer. Et là, dans les suites et le transfert des connaissances associées, bien là, on est dans des étapes de diffusion aussi de ce type d'outil-là avec des vidéos comme celui que je vous présentais tantôt. Donc là, vous voyez que… 5 minutes, M. Létine. Oui, merci. Donc là, vous voyez apparaître ici des outils plus didactiques concrets que les enseignantes ont mis en place là, pour déployer les cercles de lecteurs en classe avec leurs élèves. Donc, ce n'est pas la même illustration, mais c'est des outils plus pratiques. Donc, les objectifs plus spécifiques, on s'intéressait au rapport à l'écrit qu'on entretenait. On a travaillé sur les situations de contact et les environnements littératie aussi. Donc, voici… grosso modo, quelques éléments de la méthode, puis je vous présente quelques résultats ensuite. Il y avait 11 enseignantes impliquées dans le cadre du projet, une au préscolaire, 10 au primaire, pendant 3 ans de la recherche, et vous voyez apparaître physiquement ici l'illustration où on intervenait particulièrement dans le collectif élargi, 5 journées complètes par année là, pendant 3 ans de temps pour accompagner les enseignantes puis réfléchir avec elles aussi sur l'évolution des cercles de lecteurs-lectrices. Plusieurs instruments de collecte de données ont été utilisés là, au fil des 3 années. J'ai mis en surligné ici là, des morceaux qui parlent pendant ma présentation d'aujourd'hui, mais tout ça a été pas mal abordé dans les 3 dernières années. Et donc, là, je vous rends compte, entre autres, dans une des questions un peu finales du projet, qu'est-ce qu'on pourrait, là, une fois qu'on a travaillé ensemble des cercles de lecteurs-lectrices, le rapport à la littérature, mais pouvez-vous évoquer quelques aspects de votre rapport à la littérature qui, selon vous, se sont transformés depuis le début du projet Liber? Et donc, en ce sens-là, vous ne serez pas surpris de voir dans les résultats que les enseignantes nous disent que
une des dimensions qui a été transformée par le projet, c'est la dimension pratique, praxéologique. Donc, 8 enseignantes sur les 10 du primaire parlaient d'entrée de jeu en réponse à cette question-là, de dimensions plus pratiques qui ont été, en un sens, transformées par le projet. Puis ça, c'est bien parce que c'est l'aspect aussi que les élèves voient et vivent dans les classes. Et aussi, là, vous voyez d'autres dimensions qui ont été touchées, mais en particulier pour la dimension praxéologique, vous voyez que certaines ont été transformées pour le comment, pour le pourquoi, pour le où, pour le combien. Je prends juste l'exemple de Béatrice en haut à droite. Je ne faisais pas interagir mes élèves autant, discuter autant par rapport à la lecture, l'écriture qu'avant le projet comme tel. Donc, en quelque sorte, si on souhaite transformer des pratiques d'enseignement de la lecture, de l'appréciation des œuvres littéraires, un des résultats de notre recherche montre que de s'intéresser à l'ensemble des dimensions du rapport à la littérature permet aussi de transformer les pratiques. Donc, c'est un processus de changement. Vous voyez, là, c'est des mots là, qui étaient nommés souvent là, par les enseignants dans leur transformation. Il y a quelque chose aussi, une prise de risque. Hein? Vous voyez le mot risque, vous voyez le plongeon. On est en ouverture, on essaye, on ose, on se réveille sur certains aspects, puis on prend des risques pour transformer nos pratiques. Donc, je termine avec quelques images pour vous aussi des classes. On est en janvier 2019, avant même le financement officiel du projet. Vous voyez des photos qui ont été prises des classes impliquées. On est toujours ici en janvier 2019. Bien sûr qu'il y a des traces là, de littératie, de lecture, d'appréciation des œuvres littéraires dans les classes, mais au fil du projet, on sent que, là, vous voyez entre autres l'image de droite, pourquoi lit-on? Une dimension axiologique du rapport à la littérature. Vous voyez des œuvres qui sont mises de l'avant, mais aussi des auteurs, des illustrateurs. Donc, c'est comme si la lecture, l'appréciation des œuvres littéraires est devenue plus humaine, plus incarnée par des personnes, par des créateurs, par des créatrices au fil du projet. Donc, l'image de droite, le pourquoi lit-on, le même mur en 2019, c'est celui que je viens de faire apparaître où il y avait des œuvres qui étaient quand même présentées. On est dans la classe d'Isabelle en 6e année, mais 2-3 ans plus tard, vous voyez que ces mêmes œuvres-là prennent vie de façon plus incarnée aussi. Autre exemple, en mai 2022, là, on est dans les classes, différentes classes où les livres, l'appréciation des œuvres littéraires, la littérature sont mises de l'avant, notamment aussi par l'incarnation dont je vous parlais des créateurs, des auteurs, illustrateurs impliqués. Donc, en conclusion de cette présentation rapide des 3 ans de projet qu'on a vécu au Centre des services scolaires des Samars, vous voyez quand même qu'on a un travail à faire pour trouver un juste équilibre entre ce qui se vivait du côté de la tradition et vers un développement professionnel. Donc, passer plus d'un pôle qui était associé à la lecture vers l'appréciation. Plus subjectif, bien sûr, mais qui exige des dispositifs différents. Compétences, oui, mais ne pas négliger l'appétence. Lire, oui, mais apprécier. S'intéresser au livre, au texte à choisir, mais au lecteur, aux lectrices qui va faire ces choix-là par lui-même. Vous voyez que traditionnellement, les œuvres étaient choisies souvent par la personne enseignante. Ça peut être porté aussi à l'occasion et souvent par les élèves. Des cercles de lecture, hein, peut-être que vous dites, qu'est-ce que c'est? Là? Il parle de cercle de lecteur, je connaissais des cercles de lecture, mais dans un cercle de lecture, bien souvent, l'entrée, c'est le livre qu'on essaie d'apprécier ensemble, mieux comprendre ensemble. Ça n'empêche pas de vivre des cercles de lecture à l'occasion, mais de penser aussi des rencontres de lecteurs, lectrices qui sont plus portées sur les dimensions de leur propre rapport à la littérature. Donc là, vous voyez différents outils à considérer dans un juste équilibre. Si on pense à l'évaluation aussi, par questionnaire, on pourrait passer à une évaluation qui est plus dynamique, qui implique les élèves, qui doivent eux-mêmes fournir des preuves d'apprentissage variées de leurs apprentissages. Et vous voyez aussi ultimement que travailler en interaction plutôt qu'en solo, derrière un questionnaire écrit, par exemple, de compréhension, travailler en interaction, mais là, l'étape suivante d'un projet comme celui-ci, c'est de réussir à trouver aussi les bons outils pour conserver des traces, des preuves des apprentissages, puis pour bien évaluer, mettre en valeur tous les lecteurs, toutes les lectrices de la classe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'invite les participants donc à soumettre leurs questions dès maintenant. On a, ce que je comprends en fait, c'est tout un univers qu'il faut prendre en compte pour se lancer dans cette expérience de développer cet appétit justement pour la lecture sur le long terme avec nos enfants. Et malgré que la lecture est souvent vue comme une activité
individuel, on s'en va vers le collectif aussi. C'est ça qu'il ne faut pas négliger finalement, hein, considérer en tout temps dans le contexte scolaire. Alors, on a peut-être une première question, je ne sais pas, Caroline? Bien sûr. Bon, merci beaucoup, Martin, pour votre présentation. On a une question portant sur ce que vous venez de dire à propos des preuves d'apprentissage variées que vous privilégieriez. Mhm. Et je vais aussi inviter, bien sûr, Suzanne Etu, Stéphanie Laurence à intervenir pour répondre aux questions là, qui ont été très impliquées aussi dans le projet. Donc, des preuves d'apprentissage variées, là, ça peut être, si on pense par exemple aux différentes notions littéraires, aux éléments littéraires là, du Lupin là, de Manon Hébert. Là. Bon, par exemple, pour ce qui est des personnages, c'est sûr qu'on pourrait avoir un outil d'évaluation, un questionnaire où on nous pose comme question qui est le personnage principal, quelles sont ses caractéristiques, etc., etc. Tous les élèves ont lu le même texte, on y répond à peu près de la même façon. Donc, dans le cadre de cercle de lecteurs-lectrices, des preuves d'apprentissage, mais avec les livres que tu es en train de lire, OK? Quel qu'il soit, quelle que soit l'œuvre littéraire, ça peut même être un album sans texte au préscolaire, par exemple, au début du premier cycle du primaire. Bien là, quel serait, OK, moi, là, ton enseignant, là, je souhaite te mettre en valeur, Caroline, comme lectrice, comme lecteur, puis on sait que dans les œuvres littéraires, on rencontre souvent des personnages. Alors, Caroline, OK, là, vous voyez, là, c'est un changement un peu de posture, là. Mais j'invite Caroline à m'aider à la mettre en valeur par rapport à, en un sens, sa capacité à identifier les personnages, disons, principaux dans un album, dégager ses traits de personnalité, traits de caractère, ses caractéristiques physiques et tout. Mais donc, là, Caroline, ta réponse pourrait être bien différente de Suzanne ou de Stéphanie, parce que tu n'auras pas nécessairement lu les mêmes livres non plus que Suzanne et Stéphanie. Mais notre façon de parler des personnages, ultimement, qu'on ait 5 ans ou 75 ans dans un club de lecture de l'Université du troisième âge, mais c'est les mêmes notions littéraires qui sont convoquées. Donc là, on se retrouvait, puis là, je vais inviter Suzanne à compléter ma réponse, là, mais on se retrouvait, par exemple, dans la classe d'Isabelle de 6e année, où chaque élève, de façon très différenciée, apportait leur propre preuve d'apprentissage, par exemple, par rapport au personnage, par rapport à l'univers rencontré dans une œuvre littéraire. Il y en a qui se retrouvaient à faire, par exemple, des espèces de représentations en 3D des châteaux d'Harry Potter, là, à titre d'exemple. Et donc, Suzanne, je te laisserai peut-être en dire un petit peu plus sur les différentes preuves d'apprentissage. Puis, il y en a eu aussi autant au préscolaire que premier, deuxième, troisième cycle du primaire. Les élèves choisissent de le faire. D'abord, on part des critères d'évaluation, puis on leur demande comment vous allez nous prouver que vous avez compris ou que vous êtes capable d'interpréter ou que vous réagissez. Puis, on a le choix de répondre à l'oral, par écrit, de faire des affiches, de faire une présentation, de se filmer en expliquant leurs réponses, en faisant un graphique, par un échange avec d'autres élèves. C'est eux qui choisissent comment ils vont montrer qu'ils comprennent, qui ont réussi, qui interprètent. Et c'est vraiment intéressant parce que comme c'est leur choix à partir de leur lecture, puis qu'ils se préparent à prouver ce qu'ils ont compris, bien, ils le font avec enthousiasme. Ils sont vraiment impliqués. Pendant la pandémie, on parlait d'Isabelle, qui est une enseignante de 6e année. Quand les écoles ont fermé, ces élèves ils ont dit « Oui, mais Madame Isabelle, on va manquer de livres. Comment on va faire? On ne se verra plus pour échanger. » C'était avant qu'on développe tout ce qu'on fait maintenant en ligne, mais c'était vraiment une préoccupation. Puis Isabelle allait leur porter des sacs de lecture à la maison parce qu'ils voulaient des livres. Puis pendant les rencontres Zoom qu'ils ont développées, bien, ils parlaient de leur lecture, les élèves. Alors, c'est vraiment intéressant. Oui, et on se comprend bien, hein, un dispositif comme celui des cercles de lecteurs-lectrices dont on vous parlait, là, ça ne devient pas le seul dispositif d'enseignement de la lecture, de l'appréciation. Ça n'empêche pas du tout de vivre des cercles de lecture, des fois orientés vers une même œuvre, hein, bien sûr, de vivre des lectures interactives à voix haute, de vivre des lectures partagées, mais c'est d'ajouter dans notre banque, en un sens de dispositif possible, un outil comme celui-là qui met vraiment en valeur les lecteurs-lectrices en fonction de leur propre choix, de leurs différentes dimensions de leur rapport à la littérature, et aussi, en quelque sorte, en interaction. Et donc, hein, Mme Godbout l'évoquait, là, souvent, la lecture, on associe, veut pas la lecture à une activité vraiment
solitaire, ça nourrit notre vie intérieure, c'est super. Mais en même temps, essayez de voir vous-même si vous êtes lecteur, lectrice dans la vie, là, encore aujourd'hui à votre âge, mais ça arrive des fois que je suggère à ma mère un livre que j'ai apprécié. Ça arrive des fois que je dîne avec Suzanne, puis fil en aiguille, on finit par parler de nos lectures en copasse. C'est un peu comme on le ferait pour un film ou une série Netflix, mais c'est de s'assurer en quelque sorte que dans l'éventail possible des loisirs, qu'on développe à l'école des habitudes ou parmi les jeux vidéo, parmi les séries Netflix, mais il y a aussi une place pour la lecture et l'appréciation d'œuvres littéraires qui nous nourrissent sur d'autres plans aussi que d'autres formes artistiques. Intéressant. Donc, dans le fond, aussi, les modes d'évaluation, je comprends, peuvent être multimodaux, d'après ce que j'ai pu comprendre. Tout à fait. Puis, tu sais, ça n'empêche pas d'avoir un questionnaire de compréhension très traditionnel, une fois de temps en temps, à partir d'un texte issu d'un manuel scolaire. Tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qu'on apprend là, sur les attitudes positives envers la lecture qui diminuent, hein, comme je vous le disais, plus on avance dans la scolarité, mais ce que les recherches tendent à montrer, c'est qu'à peu près au 2e cycle du primaire, quand les lecteurs sont plus autonomes, bien là, l'évaluation de la lecture se cristallise autour de pratiques individuelles, surtout à l'écrit, surtout dans le cadre de questionnaires. Mais ça, ces pratiques-là, rappelons-nous, là, nous, comme lecteurs dans la vraie vie, c'est assez rare que la lecture est juste individuelle, qui est suivie d'un travail, d'une tâche écrite et en plus d'un questionnaire qui vérifie juste si j'ai bien compris ou non. Fait que, donc, une des choses qu'on essaie de mettre de l'avant dans le cadre du projet, c'est ce qu'on fait en classe, est-ce qu'en quelque sorte, ça nous prépare à être un lecteur dans la vie pour la vie? Puis si ce n'est pas du tout le cas, bien, revoyons un peu là, ce qu'on est en train de faire. Faisons un peu d'aiguillage en quelque sorte là, pour ajuster certaines pratiques. Ça n'empêche pas d'avoir comme on se le dit, des pratiques parfois un peu plus scolaires, un peu plus artificielles du monde scolaire pour nourrir certaines compétences. Mais on sait que ces pratiques-là ne nourrissent pas l'appétence, les appétits qui vont faire en sorte qu'on va continuer de lire au-delà de l'école. Toute la dimension socio-affective autour de la lecture aussi. Oui. Ouais. Puis je ne sais pas si ça a été abordé dans le cadre des formations que vous avez assurées auprès des enseignantes participantes, mais est-ce que vous avez étayé comment aide-t-on les élèves à parler de leurs livres? Est-ce que c'est à partir de tableaux d'ancrage? Quel étayage vous avez fait aux enseignantes participantes? Martin, est-ce que je pourrais avancer une réponse? Lance-toi, Stéphanie. Oh, oui. Merci. Dans le cadre de la KEP du congrès de cette année, je présentais avec Isabelle Robert, qui est enseignante en première année. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait filmé, nous, on avait du matériel qui nous permettait de filmer dans le cadre du projet. Donc, avec les iPads et les micros, elle a filmé ses élèves en train d'avoir un cercle de lecteurs. Puis après, à partir de ça, elle a pu écouter cette vidéo-là avec ses élèves. Donc, avec les élèves, elle a pu faire émerger, c'était quoi les difficultés, c'était quoi les lacunes qui pouvaient être autant au niveau de l'oral, puis des échanges, de l'écoute, de la prise de parole, ou au niveau de la lecture. Donc, effectivement, de quoi on parle? Parce que quand on parle en oral, j'ai besoin d'avoir un quoi, j'ai besoin de parler de quelque chose. Donc après, je peux poser la question aux élèves. Elle a posé la question aux élèves, de quoi on parle quand on parle de livres? Et là, oui, les personnages, oui, l'histoire, puis là, elle a pu détailler ça. Puis au final, ça revient à peu près au Lupin. Donc, à partir de là, elle était capable de créer des tableaux d'ancrage, autant au niveau de l'oral que de la lecture, tout dépendant des difficultés de son intention pédagogique. Puis après, quand elle s'en va observer, on parlait de preuve d'apprentissage tantôt, elle se fie, est-ce qu'elle a fait émerger avec les élèves? Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très circulaire, intégré, fait beaucoup sens pour les élèves. Donc, c'était mon intervention. Merci Stéphanie. Puis peut-être en complément, il y a 3 ans, au début du projet, là, Caroline, pour ton information, quand on disait, ben oui, mais effectivement, dans un cercle de lecteurs-lectrices, les élèves ne liront pas nécessairement le même livre. Mais là, les premières réactions des enseignantes qui étaient engagées, dynamiques et compétentes, ce n'est pas du tout de cet ordre-là, mais une des enseignantes, son premier réflexe, ça a été de nous dire « Oh là là, ben là, moi, j'enseigne en 6e année, donc ça veut dire que, par exemple, en fin de semaine, j'aurais peut-être une trentaine de romans à lire pour être capable de les aider la semaine prochaine dans une rencontre de cercle. » Mais là, tout au long du projet, l'idée, ça a été toujours qui doit apprendre à lire ici? Est-ce que c'est toi comme enseignante en lisant 30 romans en fin de semaine ou les élèves?
Ben oui, ce serait peut-être plus les élèves. Bon, ben lance cette question-là à tes élèves lundi prochain en disant, bien là, puisque vous allez lire 30 romans différents, moi, comment je peux vous aider, vous accompagner là-dedans? Je veux vous mettre en valeur comme lecteur, lectrice. Et là, les enfants eux-mêmes vont dire, bien, quand même, dans tous nos livres, il va y avoir des personnages, madame. On pourrait se parler de personnages. En tout cas, tu sais, ça a été de déconstruire le fait que la responsabilité du développement de ces compétences-là et ces appétences-là ne repose pas juste sur l'enseignante qui doit tout maîtriser avant de lancer un cercle. Et donc, on a dû se dire, plongeons, on risque, le plus tôt possible, on lance un cercle de lecteurs-lectrices. Avec les élèves, ensuite, on se dit, est-ce que ça a bien été? Ça n'a pas bien été? Ah, bien, nous, personne ne parlait, madame, on n'avait rien à dire. OK, mais comment on peut stimuler la prise de parole? D'autres disaient, bien, nous, on se coupe la parole tout le temps. Ah, OK, comment on peut s'assurer de tour de parole, mais sans nécessairement lever la main, parce qu'au restaurant, entre nous, on ne lèverait pas la main. Là. Et donc, vous voyez, mieux vaut plonger avec les cadres un peu qu'on s'est donnés, en sachant qu'on va manipuler des notions littéraires, qu'on va travailler différentes dimensions du rapport à la littérature, qu'on va convoquer différentes opérations de lecture, pas juste la compréhension. Parce qu'effectivement, si on n'a pas tous lu le même roman, moi, je ne peux pas te questionner longtemps sur ta compréhension fine. Là. Tu vas me donner un aperçu, un résumé, etc., mais tu peux te tromper, je ne le saurais pas. Mais ton interprétation de tout ça, ta réaction à ces aventures-là de tel personnage et ton jugement critique, est-ce que tu suggères ces livres-là à quelqu'un? Pourquoi? En tout cas, vous voyez un peu, là, mais comme je vous dis, ce n'est pas de faire ça tout le temps, mais c'est un dispositif didactique où on pourrait, par exemple, revenir d'une alerte incendie en classe, puis dire rapidement, OK, on se place en cercle de lecteurs-lectrices, 3-4 personnes, puis tout le monde aurait de quoi dire, en quelque sorte, que tu sois en train de lire quelque chose, que tu aies fini quelque chose, que tu n'aies rien lu depuis longtemps parce que tu es très fatigué, puis tu viens d'accoucher, par exemple, tu as de jeunes enfants, bien, ça se pourrait, puis t'expliques comme lectrice que là, présentement, je n'ai pas la concentration pour ça. Mais ça fait quand même une discussion de lecteur-lectrice parce que dans la vraie vie, des lecteurs, des lectrices, des fois, ne lisent moins, lisent moins ou ne lisent pas pendant un certain temps. Et n'oublions pas l'aspect des interactions sociales. La priorité de recherche à laquelle vous avez répondu. Tout à fait, oui. Oui, très intéressant. Une dernière question. Avez-vous des stratégies spécifiques pour les élèves en difficulté de lecture? Bon, excellente question, Caroline. Puis, bien sincèrement, là, dans un dispositif comme celui-là, qui convoque la différenciation pédagogique à plein régime, là, donc, l'idée, là, et puis c'était vrai au préscolaire, mais c'était vrai chez les plus vieux, il y avait, par exemple, en 6e année, des adolescents qui prenaient des romans graphiques ou même des albums sans texte, ou même des bandes dessinées quasi sans texte, appréciaient une œuvre littéraire complète, intégrale, pouvaient discuter avec d'autres lecteurs autour de la table sans se sentir moins bon, plus fort que l'autre. Et à partir du moment où chacun amène ses propres preuves d'apprentissage aussi, puis là, Suzanne, Stéphanie, vous compléterez ma réponse, mais c'est comme si cette question-là ne se pose même plus. C'est vraiment, on serait en train de souper ce soir au restaurant, je ne sais pas, moi, ta fluidité de lecture, lis-tu plus vite ou moins que moi? On s'en fout, tu sais. Et donc, bien sincèrement, dans ce genre de dispositif-là, il est tellement différencié que la question des difficultés ou troubles d'apprentissage aussi de la lecture ne paraissent pas. Mais ça n'empêche pas d'autres types d'enseignements, comme je vous dis. Là. Mais dans ce dispositif-là, c'est vraiment une réunion où tout le monde est à part égale autour de la table, puis il y a de quoi dire en quelque sorte. Même peut-être dire que son trouble de la lecture l'empêche de nanana, fait qu'il choisit ceci, puis c'est parfait. Là. Bien, Suzanne, Stéphanie, je vous laisse en dire un mot aussi sur cette question. Oui, Suzanne, si tu me permets, ce qui est intéressant aussi quand on est allé filmer dans les classes, qu'on a pu observer, c'est que des fois, par exemple, les enfants vont toujours comme présenter leur livre, ce qui amène à parler de la compréhension, de la lecture, de qui on parle dans le livre, qu'est-ce que le livre raconte. Puis là, c'était super intéressant parce que des fois, il y avait des élèves qui étaient peut-être un petit peu plus en difficulté. Là, ils escamotaient certains détails, mais ça faisait en sorte que c'est l'histoire d'un tel, là, il est super drôle, puis là, un moment donné, il meurt. Là, tout le monde dit, voyons, comment ça, il meurt? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je pense qu'on amène les élèves à comprendre le comment. Mais si je fais un résumé, que je le fasse à l'oral ou à l'écrit, entre mon personnage est drôle, mon personnage meurt, mais
les gens ont besoin de détails entre les deux pour bien comprendre, pour bien saisir les nuances. Puis ceux qui allaient vraiment, c'est là qui partaient. Là, c'est l'histoire d'un personnage. Il s'appelle Robert, il habite à Laval, il se passait l'affaire. Puis là, ça finissait plus. Là, les élèves disaient « Ah, OK, mais peut-être que tu peux nous guider pour nous dire qu'est-ce qui se passe d'important. » Donc, il y a des stratégies comme ça qui arrivent un peu plus de façon naturelle, d'où l'idée d'interaction authentique. Donc, voilà. Donc, je pense que ça les aide aussi, là, les élèves plus en difficulté, à comprendre comment on fait pour bien comprendre une œuvre. Puis des fois, ils peuvent regarder le livre ensemble là, pour essayer de trouver des réponses. Si je peux ajouter, là, s'il y en a qui osent se lancer puis qui hésitent encore, j'accompagne une autre école qui n'ont pas du tout participé à la recherche-action, mais qui s'intéressent au cercle de lecteurs, qui en entendent parler. Je leur ai fait une petite présentation avec des vidéos d'élèves, là, rien de très compliqué. Puis je leur ai dit, comme Martin nous dit toujours, osez, lancez-vous, puis vous ajusterez après. Puis il y a une enseignante qui l'a fait avec ses élèves. D'abord, elle a dit, ben, je vais les mettre ensemble, je vais les faire jaser de leurs livres, qui sont différents, là, un cercle de lecteurs, puis je vais filmer quelques équipes, puis après ça, on va regarder ça, puis on va se dire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus à propos de nous? Elle a fait vraiment, là, comme ça, elle s'est lancée à froid, je pourrais dire, et ça a été vraiment concluant parce que tous ces élèves ont participé, ces élèves ont aimé ça. Je pense aux élèves plus faibles qui ont, c'est ça, qui étaient très bien intégrés, qui, peu importe ce qu'ils avaient lu, il y avait quelque chose à dire. C'est sûr qu'au début, c'était peu élaboré, mais à force d'en faire, ben, ça va le devenir. Fait que lancez-vous, c'est ce que je pourrais dire. Et pour ceux qui seraient inquiets de se dire, ah ben j'accorde, disons, beaucoup de temps à ces cercles de lecteurs-là, plus informels, pas trop par écrit. Bien là, quand arrive le temps d'une épreuve ministérielle de lecture de 4e année ou 6e année, bien là, mes élèves vont être perdants par rapport aux autres de l'école. Bon, ce n'était pas un objectif du projet, mais on a quand même observé les résultats aux épreuves ministérielles de 4e, 6e année, notamment dans la classe de Karine de 4e année. Hein? Étonnant. Pratiquement 98 de taux de réussite aux épreuves ministérielles. Dans les autres classes de 4e année qui ne participaient pas au projet, 80-82 %. Ah! Fait que, quand on apprend à expliciter son raisonnement, sa compréhension, son interprétation à l'oral, mais quand vient le temps de transférer vers l'écrit, au moins, on s'est exercé à ajouter des morceaux à l'édifice. Et bon, ça n'empêche pas qu'il faut travailler aussi à répondre à des questions par écrit, mais au moins, on a de la matière, on a de quoi dire à l'écrit ensuite, puis les résultats là, préliminaires, en tout cas, aux épreuves ministérielles sont aussi très favorables. Ça, c'est probablement une des suites de la recherche, là, de voir un peu plus. Notre entrée, c'était par les enseignants en particulier, mais là, si on avait un projet semblable avec une entrée qui serait plus par les élèves, leurs résultats aussi là, à différentes évaluations de lecture plus traditionnelles. Bon, ça serait vraiment intéressant. Ça intéresserait vraiment le ministère. Donc, la période de questions est terminée, Geneviève? Oui, je vais inviter peut-être Audrey à ouvrir les caméras pour que tout le monde se joigne à nous. Merci beaucoup à Martin Lépine, Stéphanie Laurence et Suzanne Etu. Et donc, merci à vous tous et toutes. Donc, Caroline, je vais te laisser conclure si tu le veux bien. Et je vais quand même faire un rappel que les présentations sont dans le site web du Fonds, que vous recevrez les liens si vous ne les avez pas déjà et qu'un bref sondage vous parviendra prochainement avec le lien vers l'enregistrement pour le diffuser auprès de vos collègues, dans vos réseaux, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc, l'enregistrement vous sera certainement fort utile. Et on a beaucoup de remerciements de la part des participants. Donc, je pense qu'on vous aurait écouté longuement, n'est-ce pas? Sans période de questions. Oui, absolument. Vous regarderez, chers chercheurs, là, les commentaires dans le flux là, de la conversation. Donc, le mot de la fin, ben, je tenais premièrement à remercier le Fonds, tout particulièrement Geneviève et Audrey pour l'organisation et l'animation de l'activité d'aujourd'hui.
de remercier aussi Mme Pesco et M. Lépine pour leur grande générosité à avoir partagé les résultats de leur projet de recherche qui s'avèrent tous deux très innovateurs. Hein? Et je suis convaincue que les travaux auront des retombées certaines, susciteront des réflexions tant au sein du ministère que dans le réseau scolaire. Mille merci aux participants qui se sont branchés aujourd'hui. On était plus de 250 personnes à s'y être inscrites, ce qui témoigne un réel intérêt pour la recherche en éducation, à mon avis. Je vous rappelle aussi que si vous voulez, en plus d'être tenu informé, le ministère produit en collaboration avec le CETREC là, des outils de transfert des connaissances, notamment des infographies, des bulletins d'information et des cahiers thématiques. Et nous annonçons aussi la tenue des différentes activités de transfert organisées par le Fonds. Donc, si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas à écrire un courriel à info-éducation.gouv.qc.ca pour être tenu informé de ces activités de transfert. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et vous souhaite un